Tu sais que ce que je te dis, c'est inédit de ouf. Hein. Ah bah j'adore. Ah, j'en ai jamais parlé. Chirine Boutella est l'invitée de cette semaine sur InPower. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la série Lupin sur Netflix, sur grand écran dans le film Papicha ou encore dans Miskina aux côtés de Mela Bédia, une carrière montante qui lui vaut d'être nommée au jury de Cannes Series cette année. Et c'est là où je me dis, mais oui, bouffonne, combien de fois je vais te le répéter, fais-toi confiance. Et puis je vois le résultat et je suis là, oh là là, ça marche pas. Mais ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que Chirine nous montre que derrière l'actrice, il y a avant tout un être humain qui rencontre comme nous les mêmes problèmes de cœur. Je m'en veux de pas être partie, tu vois. Parce que c'est maintenant où je réalise qu'en fait je me suis perdue et que là je commence à retrouver des petits bouts de moi. Enfin tu sais, je m'imaginais que je plairais jamais à personne d'autre. Franchement, être malheureux, je pense que c'est la pire chose qu'on peut s'infliger dans la vie. C'est la pire façon de ne pas s'aimer en fait. En fait, c'est se rappeler qu'une relation, c'est censé nous rendre heureuses. Et toi t'es une meuf pour le mariage et t'es arrivée avant l'heure. Je veux l'épouser. Je continue à me dire que c'est le plus beau jour de ma vie ce jour-là. T'as grossi par rapport à la saison d'avant, le truc. Putain, mais c'est trop cool, je trouve, moi, que je sois une meuf comme vous et qu'on soit toutes normales. Dans cet épisode, on se livre sur nos échecs amoureux, sur comment on a appris à développer l'amour de soi et à vivre une relation épanouie. Comment t'es sortie de cette dépression ? Je me suis barrée, j'ai changé de ville, j'ai changé de pays. Avant que l'épisode commence, je voulais juste remercier toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast. Ça ne prend que quelques secondes et ça soutient vraiment InPower. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Chirine Boutella. Bonjour Chirine. Et bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci beaucoup. Je suis très contente de te recevoir. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Parce qu'on s'est vu à Cannes Series et comme t'étais membre du jury, t'étais complètement overbooké. On n'a pas réussi à faire ce podcast. Ouais. Mais je préfère qu'on le fasse là et qu'on prenne le temps de le faire. Mais en tout cas, voilà, l'envie est là depuis quelques temps. On va parler de beaucoup de choses dans cet épisode. On va parler d'acting, on va parler de rêve, on va parler de rapport au corps, d'image, enfin de tout ce dont on a envie de parler finalement. Mais avant tout ça, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Yes. Je m'appelle Chirine Boutella, j'ai 32 ans, je suis comédienne, actrice, vous avez pu me voir peut-être dans Papicha, Miskina, Lupin. Voilà, avant j'étais sur les réseaux sociaux, sur Insta et YouTube. Voilà, donc l'exposition de ma tête a commencé là. Et voilà. Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais enfant ? Ouh là là, je sais pas du tout. J'ai pas ce souvenir de m'être dit ouais, plus grande, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Je pense que c'était un peu au fur et à mesure de la vie. Je me rappelle que je jouais avec ma sœur à la caissière. Je pense qu'on a un peu toutes fait. C'est vrai. Ouais. Et à ce moment-là, je voulais être caissière, puis je voulais être coiffeuse, puis je voulais être maquilleuse. Puis vétérinaire, parce que j'aime beaucoup les animaux, puis voilà. Et quand t'es venue la question oppressante qui arrive généralement toujours, mais toi, Chirine, qu'est-ce que tu veux faire après ? Tu vois, là, tu te disais quoi ? Là, t'étais dans un déni ou... C'est pas que j'étais dans un déni, mais j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire de ma vie. Même au moment, surtout le pire, c'était au moment de choisir les filières, en fait, où on te met justement devant 3 portes en te disant maintenant, il faut y aller. Mais allez où en fait ? Je sais même pas ce que j'aime dans la vie, je sais pas qui je suis, je sais rien. Donc je faisais un peu des choix par défaut ou par instinct ou par je sais pas trop quoi, par feeling. Et c'est comme ça en vrai que je me suis retrouvée là aujourd'hui. Donc ouais, franchement, ça t'a servi quand même. C'est que au final oui, je pense que c'est l'une des leçons que j'ai retenues de la vie, c'est que finalement c'est pas plus mal de s'écouter. Et ouais, pendant longtemps aussi j'ai eu cette espèce de complexe où tu sais tous les potes vont, surtout moi je viens d'Algérie, que j'étudie en Algérie, que c'était un peu l'évidence d'aller en France faire ses études, tu vois. En tout cas, quand on voulait un avenir un peu brillant. Et du coup, c'était vachement les autres, c'était vachement école de commerce, médecin, tu vois. Moi, je suis nulle partout, quoi. Je prends ESP éco, j'ai 6 en éco, tu vois. Donc, je suis la merde. Ouais, donc se comparer, tout le monde avait ses diplômes, tout le monde commençait à faire dans des grandes écoles, et moi, j'étais la merde, je ne sais toujours pas. Donc, et quand tu dis quand tu veux un avenir brillant, c'est vers là que tu t'orientes. Toi, tu voulais un avenir brillant ? Tu te souviens te dire ok, moi j'ai des ambitions, donc il faut que j'assure. Je sais pas si c'est aussi clair que ça, mais t'as envie de réussir dans le sens où t'as envie d'être heureux. Et pour moi, être heureux, ça fait aussi, c'est aussi, je pense d'une certaine façon, en tout cas avec du recul, je pense que c'était surtout être épanoui dans ce que je faisais, aimer ce que je faisais et arriver à en vivre, tu vois, pas galérer. En tout cas, je sais qu'à l'époque où j'étais étudiante à Paris, le fait de galérer autant, à profiter, entre guillemets, ne serait-ce qu'à aller boire un coup avec les copains, parce qu'en fait, t'as plus de sous. Et juste ça, je me disais, ouais, j'aimerais bien que plus tard, j'ai au moins pas ça, tu vois, que je puisse sortir quand je veux, puis voyager aussi. Je crois que ça, c'était l'un de mes rêves. Et j'avais pas encore les moyens, donc... juste subvenir correctement à mes besoins et plus
à savoir voyager, sortir, faire des restos et tout, tu vois. Et qu'est-ce qui te convainc d'aller à Paris ? C'était quoi en fait les options qui s'ouvraient à toi à ce moment-là ? Moi à l'époque c'est vraiment le fait de fréquenter beaucoup de gens du lycée français, parce que moi la particularité entre guillemets c'est que je suis d'une famille francophone, donc j'ai toujours parlé français dans ma famille, de mon enfance, et donc j'étais dans un lycée francophone pas français, et je côtoyais les gens du lycée français. Et eux, c'était Paris, tu vois, c'était sûr, vu que, je sais pas, c'est un peu logique. Puis je pense aussi historiquement, la France et l'Algérie sont quand même liés. Et donc c'était un peu évident. Et puis c'était un peu la ville de rêve où justement, en tant que jeune, t'allais vraiment t'épanouir, sortir. C'est la ville idéale pour kiffer, en fait, tu vois. Et en même temps, faire des belles études, tout ça. Donc ouais, c'était un peu évident. C'était très rapidement dans ma tête. Et même moi, je pense que... même mes parents étaient dès le début très OK. J'ai jamais changé, en fait, d'avis. Donc c'était un peu évident. Et comment ça se passe, ton arrivée à Paris ? T'étais déjà venue souvent Non, pas spécialement. Mais j'avais une tante. J'ai toujours une tante qui vit ici, dans le 12e. Et quand j'en parlais avec mes parents, c'était un peu la solution où c'était plus simple. Donc tu prends un billet d'avion, tu ramènes ta petite valise. Et puis voilà, tu t'inscris au préalable, évidemment, à la fac. Et puis tu te lances, et tu vois comment ça évolue, comment ça avance. C'était assez cool, c'était encore une fois assez simple en réalité, parce que... T'es pas, je sais pas, il y avait avec des potes. Justement, il y avait beaucoup de potes à moi qui étaient là, donc je me suis pas vraiment sentie perdue, tu vois. C'était certes nouveau, mais c'était agréable avec quelques repères quand même, et même si au début j'ai quand même fait beaucoup d'allers-retours. Surtout qu'il y avait c'était la période des grèves à l'époque ici, donc j'avais des fois un bon mois de rien, tu vois, donc j'en profitais pour rentrer voir mes potes laissés là-bas, mes parents et tout. Mais non, ça s'est plutôt bien passé, quoi. La première année, encore une fois, il fallait que je m'adapte, mais... T'as choisi quoi, du coup, comme étude ? Bien, figure-toi que j'ai choisi audiovisuel, cinéma et audiovisuel. Donc t'avais déjà cette appétence ? Même pas. Même pas, en fait... Je savais toujours pas quoi faire de ma vie, et je rencontre des cousins à ce moment-là, des cousins de mon père, qui sont jeunes, qui sont trop cool, et qui vivent à Paris et qui ont fait ça comme étude. Il y en a un qui est dans l'image, il y a une cousine qui est dans l'événementiel, il y a un cousin qui va être acteur, donc tu vois, on met un peu cette graine dans la tête en me disant ouais, tu verras, en fait c'est cool comment ils m'en parlent, et puis même eux de les voir comme ça, leur dégaine, je sais pas, il y avait quelque chose de très cool là-dedans, et je me disais oh tiens, pourquoi pas. En fait j'avais plus envie de découvrir des nouvelles choses. Parce que tout ce que j'avais déjà vu jusque-là, ça me plaisait pas, tu vois. Tout ce que j'avais étudié, ça me plaisait pas. Donc, je me disais, au moins, ça sera quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais, mais ça marche parfois, les choix par défaut, entre guillemets. Se dire, je sais que j'aime pas ça, je sais que ça, c'est pas pour moi. Ouais, ça, même si je sais pas encore. Mais le temps que tu cherches, le temps que tu trouves, c'était pas évident. Et au final, je m'y suis pas retrouvée non plus, parce que j'ai une mauvaise habitude de me comparer. Ouais. Et en fait, je voyais les autres, que ce soit les meufs ou les gars, vachement très cinéphiles déjà. Moi, je suis pas cinéphile à la base. Très passionnés, qui déjà en première année commençaient à écrire leur court-métrage. En deuxième année, le réalisaient. Et moi, j'étais là, merde, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Et plus je rencontrais, on avait eu, je me rappelle, une intervenante qui était script. Et je trouvais ça charmant, je me disais, ah ouais, script, c'est vraiment cool, peut-être que je vais faire ça. Puis après, je rencontrais, un premier assistant, je me disais, ah ouais, c'est trop cool, en fait, premier assistant. Oh là là, et t'es là, mais en fait, je ne sais pas. Et puis surtout que la fac, au final, celle que j'ai faite, moi, j'étais à Paris 3, c'est quand même très théorique. Moi, je suis vraiment une meuf de terrain, j'aime bien découvrir, je suis une meuf d'action, j'aime bien découvrir sur le tas, et j'aime bien surtout faire des choses, quoi. Expérimenter. Et pas juste assise dans un amphi. Et puis c'est très dur, je trouve, ce que tu dis, en effet, En fait, il y a une profession qui, de l'extérieur, a l'air sympa. Ouais. Et tu te dis, ça a l'air cool. Mais en fait, tant que t'as pas fait, au moins un mois de stage, c'est ça. Ou t'es premier assistant, bien sûr, ou t'es script, ça peut être hyper sympa, mais au final, toi, pas du tout te correspondre, quoi. C'est ça. Et surtout que les stages, le premier stage, moi, obligatoire que je devais faire, c'était en 3e année. Donc t'as quand même 3 ans. C'était fin de licence, en fait, pour c'est à la fin, limite. Donc, pendant 3 ans, va voir si tu fais ça, quoi. Mais oui, pendant 3 ans, c'était ça. Plus, je trouve un stage chambé trop bien au CNC. Donc, c'est quand même assez incroyable. J'assiste à des séances de plénière pour justement sélectionner les projets qui vont avoir l'aide. C'était le court-métrage. Trop cool. Donc c'est là en fait où je rencontre des gens et qui me racontent leur travail et où j'entends les débats et tout. Je trouve ça hyper intéressant, hyper passionnant. Mais dès que je retourne au bureau à rentrer à faire mes tableaux Excel, là je me dis si c'est ça le cinéma et ce milieu-là, ça va aller, quoi, non. Donc c'est un rapport assez particulier à ce milieu-là. Et puis encore une fois, en fait, à l'époque, j'avais pas encore la passion, ni le savoir, ni rien du tout pour pouvoir
moi-même, ou en tout cas même pas assez de contact en fait pour y aller et puis découvrir. Enfin, je savais même pas ce que je voulais découvrir. En fait, tu vois. Et tu nous parlais de la comparaison, ce piège là dont tu es victime. Je le connais aussi, hein, malheureusement. Est-ce que t'as réussi à en sortir? T'as réussi à en sortir? Non, mais je lutte, ou en tout cas j'ai plus de discussions avec moi-même là-dessus, tu vois. T'as réussi à progresser? Parce que j'ai l'impression que c'est c'est un des rares défauts ou une des rares tares, un des rares vices qui peut aller de mal en pis. Tu penses? Moi, j'ai pas l'impression du tout. Enfin, en fait, moi, j'ai l'impression que ça a juste changé de domaine. C'est-à-dire que quand j'étais ado, je me comparais de ouf aux autres par rapport à mon apparence physique. Genre, putain, pourquoi je suis pas comme ci, pourquoi je suis pas comme ça, genre. Et ça, je l'ai plus du tout. Ou quelques rares fois, tu vois. Et maintenant, c'est beaucoup plus par rapport aux compétences, à la performance. Et c'est toujours aussi vicieux, tu vois. Et j'ai pas du tout l'impression de m'améliorer. À part essayer de me dire arrête. Mais en fait, c'est comme... te dire arrête alors qu'au fond... Ça, c'est presque plus fort que toi, tu vois. C'est pas le fait de se dire d'arrêter qui nous aide à nous arrêter de nous comparer. C'est clair. Mais tu vois, moi, je trouve ça drôle, surtout avec ce que tu partages. Et toi, tu fais partie clairement des meufs que je suis et qui m'apportent beaucoup de, entre guillemets, réconfort, ou en tout cas qui me rassure sur le fait qu'effectivement, on est quasiment toutes pareilles, on fait toutes la même chose, mais qu'on peut aussi... En fait, j'ai l'impression que ton message est très positif et au final, regarde, toi aussi, tu te retrouves quand même, malgré ce que tu véhicules comme message là-dedans. Et je trouve ça assez rigolo, et je pense qu'on n'en sort jamais. Et que, comme toute la vie, en fait, t'es perpétuellement en train d'essayer de te rassurer. Ou j'ai l'impression souvent, tu sais, qu'on se convainc aussi, quand sur les réseaux, on dit non, mais en fait, acceptez-vous. On se convainc aussi en se disant, mais en fait, accepte-toi. Mais merde. Tu sais, moi, j'ai fait ma thérapie par rapport à l'apparence physique grâce aux réseaux sociaux. Hein. Moi aussi. Tu vois, à force de le dire aux femmes qui me suivent et donc d'avancer des arguments, je me suis auto-convaincue. Donc en fait, la technique, c'est peut-être en effet qu'il faut que je parle du fait que... s'auto-convainc et on se convainc toutes mutuellement, tu vois. En tout cas, celles qui sont, je pense, pour moi, dans la bienveillance, c'est vraiment dans ce truc de s'accepter et de laisser son corps évoluer, et de se laisser évoluer, parce qu'au final, c'est des périodes de la vie, ça dépend de tellement trop de choses, hormonales, âge, mental, enfin, il y a ça, c'est tout et n'importe quoi. Même moi, les saisons ont un impact sur moi, tu vois. Genre en été, je fonds parce que il fait trop chaud, donc je bois beaucoup d'eau et je mange beaucoup de fruits et je mange que des salades parce qu'en fait j'ai trop chaud, donc j'aime pas. Et rien que ça me fait perdre. Enfin, c'est ridicule, mais tu vois, il y a tellement d'éléments extérieurs qui jouent et aussi propres à soi. Donc, mais oui, c'est un truc. Je pense que tu évolues avec et plus le temps passe et plus tu apprends à t'accepter et à accepter que tu évolues. Après, je suis aussi d'accord sur le fait que parfois, je m'aime pas et je trouve que je suis pas bien comme je suis maintenant et je fais en sorte d'y travailler, tu vois, juste même si finalement le résultat ne se voit pas. Mais moi, je sais que le fait de travailler à un objectif ou tu vois, je sais pas, juste un état d'esprit ou quoi, ça me fait du bien, tu vois. Et là, tu parles par rapport à ton image, par rapport à ton apparence. À tout. Par rapport à tout, parce que je parle de tout. Ouais. Dans moi, ce que tu me dis là, le fait de savoir que toi, tu travailles sur toi, je suis d'accord que ça aide, mais ça peut aussi frustrer. Moi, je pense qu'il y a le fait que je sois aussi sortie de cette obsession finalement du corps, de l'image et d'essayer de ressembler d'essayer de changer ce à quoi je ressemblais. C'est parce qu'en fait, en vrai, je fournissais des efforts et je voyais pas les résultats. Et je me souviens vraiment, parce que je me comparais à d'autres nanas sur les réseaux qui avaient le ventre hyper plat, mais des grosses fesses, moi, tu vois, et des gros seins vraiment, et je me disais, mais pourquoi moi? En plus, moi, j'étais dans le sport, donc c'est pire. Tu sais que j'ai commencé un peu dans le fitness. Donc en fait, quand je me souviens, tu vois, vraiment de prendre des photos, d'essayer de faire les mêmes poses et de voir le résultat. Et en fait, en plus, t'as ma sœur qui explosait de rire. Où t'es de biais comme ça et tu t'étais de biais. Mais en fait, vu que j'ai du ventre, en fait, ça me rendait pas du tout pareil. Tu vois, j'avais autant devant que derrière. Et donc en fait, un moment, je pense qu'il y a une partie de moi inconsciemment qui me suis dit, mais en fait, Louis, ça sert à rien, t'auras jamais le corps de ces meufs, donc va t'accomplir ailleurs. Mais c'est ça, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que j'ai déjà un peu compris et je suis toujours en train de travailler là-dessus en me disant, mais de toute façon, c'est impossible que tu ressembles à ce qui toi représenterait un idéal. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que t'as déjà eu le sentiment que dans ton milieu là du cinéma,
ça pesait sur toi, le rapport à l'apparence, au poids? Est-ce qu'on t'a déjà fait ressentir que c'était potentiellement un problème? Non. Et ça, j'en suis trop contente. On m'a jamais fait de remarques par rapport à ça. Sachant qu'en plus, la majorité des rôles que j'ai, c'est des rôles de flics. C'est des personnages qui sont sportifs, qui sont en forme et tout. Et en plus, en vrai, quand j'avais commencé avec Lupin notamment, je faisais pas mal de sport avant. Donc heureusement, j'avais de cardio parce qu'en plus, les scènes, c'était que beaucoup de courses, tu vois. Donc ça allait. Parfois, je me dis, mais aujourd'hui, en fait, je me dis, j'aimerais bien aussi enfin, c'est une façon de moi me convaincre évidemment, mais c'est aussi un truc où je me dis effectivement ce serait cool aussi de montrer autre chose et de montrer des femmes normales qui font finalement ces métiers-là aussi dans la vraie vie, et juste des meufs normales à la télé. Je trouve ça trop cool. Et moi je sais qu'à chaque fois que j'en vois, à force de me comparer sur les réseaux évidemment avec des meufs trop bien foutues, hyper fines, à la télé aussi, j'ai l'impression que toutes les actrices sont fines. Ou sinon, t'as les rôles de la grosse et tu vois, c'est souvent la meuf drôle ou la meuf un peu la bonne copine. Miskina, j'ai envie de dire, tu vois. La bonne copine, absolument. Mais c'est pas les rôles principaux. C'est pas... Je sais pas, mais il y a toujours un truc. Et c'est là où moi, je me dis, mais pourquoi, en fait, alors... Ça devrait être jugé au jeu, en réalité. Enfin, totalement. Tu peux peser 80, 60, 50, 40... Enfin, quel que soit ton poids, en réalité, t'es censé... Enfin, ce qui est important, c'est comment tu joues, l'émotion que tu vas partager, que tu vas... Tu vois, donc je me dis, j'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça, mais c'est plus après l'image où justement t'as l'impression que les gens sont en train de voir quelque chose qu'ils sont pas l'habitude de voir, et donc c'est pas bien. Et donc moi sur les réseaux je le vois aussi, tu vois, où dès que qu'il y a un truc, on est là, ouais, t'as grossi par rapport à la saison d'avant, le truc. Putain, mais c'est trop cool, je trouve, moi, que je sois une meuf comme vous et qu'on soit toutes normales, quoi, tu vois. Moi je trouve ça fou que toi en tant qu'actrice, tu vois, c'est ton jeu que les gens regardent et que tu aies des commentaires par rapport à ça. Parce que en plus, c'est marrant, mais on s'en est parlé à Cannes Series parce que t'as poussé un coup de gueule que t'as très bien fait de pousser. Ah, mais ouais, ça m'a saoulée. Ou t'as des gens qui en gros te félicitaient ou qui demandaient si jamais t'étais enceinte. Déjà, ça c'est ouais. Et le fait de dire, ouais, bah t'es... Ah ouais, t'as grossi, mais ça te va bien. Tu sais, les espèces de... C'est un faux compliment, quoi. Mais ouais, les faux compliments, mais les gens... Et en fait, je trouve ça... En fait, moi, j'ai envie je crois que je vais le faire. J'ai envie de faire à Cannes, là, festival, faire plein de photos avec moi qui sort le ventre. Et tu sais, faire un best-of, un carrousel. Ouais. Et en fait, de dire, bah voilà, peut-être que maintenant, vous arrêterez de relever quand on voit le ventre d'une femme, parce que la vérité... c'est que c'est à ça qu'on ressemble la majorité du temps. Oui. Que la majorité des femmes se défilent sur le tapis. Tu sors pas exactement, elles rentrent le ventre. Et en fait, ça devrait presque être ça, il devrait pas y avoir d'anomalie, mais je veux dire, ça devrait presque être ça parfois qu'on soulève. C'est genre, oh, dis donc, t'as pas de ventre, c'est dingue. Parce qu'en vrai, si on relâche le ventre, mais oui. Il existe, il est présent. Et pourquoi est-ce que sur le tapis, on ressent le besoin de le rentrer, tu vois? Moi, c'est ça que j'interroge. Ah oui, non, moi, je t'ai pas trouvé moins belle. J'ai pas la réponse. Parce qu'en plus, t'as fait une retouche qui était vraiment marrante, mais je t'ai pas trouvé mieux ou moins bien. Oui, moi non plus. En fonction, mais c'est ça tu vois. Le pire, c'est que moi non plus. C'est-à-dire qu'en regardant, tu sais, en faisant quand t'appuies là pour avoir le avant après. Ouais. Je dirais, ok, donc en soi, c'est ça en fait que les gens attendent, tu vois. Comme t'as dit, un ventre plat, un cul bien bombé, machin. Puis je regarde en me disant, mais est-ce que ça change quelque chose à ma joie? Parce qu'en fait, ce qui est important, moi, ce que je voyais dans cette photo, c'est ma joie d'être là, tu vois, mon sourire énorme, en train de jouer avec les photographes, taper des poses comme ça, parce que j'ai une trop belle robe Armani, que je suis trop contente d'être là, tout ça. Et au final, quand je fais les avant-après, c'est tout ce que je vois, juste mon sourire en me disant, ah ouais, cette meuf, elle est vraiment contente d'être là, tu vois. Arrêtons-nous là, en fait. Et même rentrer le ventre, évidemment que je le faisais. Et en fait, je me suis rendu compte, ça m'a trop fait rire, parce que, évidemment, sur le tapis, t'es focus que sur tes photos. Donc, je rentrais bien le ventre, tu vois, je sortais bien le boule comme ça. Et en fait, juste après, il y avait une interview. Et là, mais je me mets de profil et le ventre qui sort. Et en fait, c'est parce qu'en interview, je me lâche, tu vois. Je suis allée à celui-là, je discutais avec les gens. En plus, on me prend jusqu'aux épaules, tu vois. Donc là, et je me disais, waouh, quand même. C'est-à-dire, bon, évidemment, je rentre aussi dans le jeu. Moi aussi, je joue le jeu, tu vois. Mais ne faites pas de remarques quand ça arrive, tu vois. C'est vraiment... Ça ne sert personne. Ça ne sert personne et c'est nul parce que déjà... Enfin, moi, ce que j'ai tout le temps envie de dire aux gens et ça rentre pas, j'ai l'impression, c'est de dire, mais... Déjà, est-ce que tu penses vraiment que je le sais pas? Est-ce que tu penses que j'ai pas de miroir? Est-ce que tu penses que j'ai pas des jeans qui ne me vont plus? Est-ce que vraiment, de 1, et de 2, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que tu penses qu'en me disant ça, je vais me dire oh wow, oh mon Dieu, elle a totalement raison, bah vas-y, demain c'est bon, je perds 10 kilos. Non, ça n'existe. Enfin, quel est l'objectif quand tu dis ça à quelqu'un? Moi, c'est ça que des fois j'ai envie de poser. Des fois, j'ai envie de poser, de prendre la personne, tu vois, de l'appeler au téléphone, de lui dire alors bonjour, tu m'as laissé un commentaire, j'aimerais comprendre quelque chose. Pourquoi tu dis ça? Quel est l'intérêt? Quel est le but? Qu'est-ce que tu penses que je vais faire juste après, tu vois?
Je pense que c'est vraiment des personnes qui ont un rapport au corps hyper malsain. Parce que moi, je l'ai eu récemment avec t'as perdu du poids, non? Mais presque parfois plus violente, genre ouais, arrête de mytho, on voit très bien que t'as perdu du poids. Mais quoi, du coup, désolé. Enfin, tu sais, c'est fou. Mais dans les deux sens. Dans les deux sens, il y a une intrusion qui... En fait, moi, je vis pour le moment où on arrêtera de commenter tout simplement juste ça, tu vois. Et tu sais quoi, il y a quelques jours, je sais plus qui j'ai revu, j'ai croisé quelqu'un, et en fait, j'avais remarqué que c'était une fille, je crois, que la personne avait maigri. Et je me suis interdite de lui dire. Parce que, je sais pas en fait, mais j'ai eu cette réflexion-là à force en me disant, ok, on n'aime pas qu'on fasse les trucs négatifs. Et surtout que j'avais aussi lu un truc sur Insta qui disait qu'effectivement, même perdre du poids, c'était pas forcément un truc choisi, et c'était pas forcément un truc positif. Ça se trouve, c'est une maladie, ça se trouve, c'est peut-être une dépression, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Moi, je sais que la période où j'ai perdu le plus de poids dans ma vie, c'était une période où j'étais extrêmement mal dans ma tête. Après une rupture, j'étais, je pense, vraiment en dépression, ça a duré quand même 6 mois, et j'ai fondu. Et aujourd'hui, je regarde des photos, et en fait, je me trouve horrible. Tu vois, je me dis, mais en fait, ça se voit déjà que ça va pas. J'ai l'impression que je suis malade. Je suis vraiment... En fait, j'ai pas l'habitude. J'ai jamais été aussi mince de toute ma vie. Et donc, je m'étais là, mais en fait, non, ça ne me va pas du tout. Alors que ça aurait été le poids idéal, tu vois. Ouais. J'étais autour de 56, 57 pour 1m69, 70. Idéal. Mais en fait, je me trouvais sur le papier, mais pas bien du tout, quoi. Vraiment malade, quoi. Mais santé et poids sont pas toujours corrélés. Et ça, les gens ne veulent pas l'accepter, en fait. Et je me suis dit, jamais je préfère largement être comme je suis aujourd'hui, où j'estime que, je pense que j'ai jamais été... C'est le poids le plus élevé que j'ai atteint de ma vie aujourd'hui. Ça fait genre peut-être 6 mois que je me suis pas pesée parce que je ne veux pas. C'est un choix. Mais je trouve que c'est mieux aujourd'hui qu'à l'époque où j'ai fait 56, tu vois. Moi, ça marche pas pour moi. C'était quand cette période? Je pense 2013, 2014. Comment t'es sortie de cette dépression? Je me suis barrée. J'ai changé de ville, j'ai changé de pays. Ouais. Raconte, c'était quand t'étais en Algérie encore? Non, pas du tout. J'étais à Paris. Je pense que j'étais avec un mec toxique. Je sais que ce mot est devenu hyper à la mode, hyper narcissique. Ouais, mais malheureusement parce qu'il y en a trop. Mais c'est ça. Donc moi, je pense que c'était un peu ça, mais je dirais plus toxique du coup. Et comment parce que ça peut aider des gens. Hein, comment tu as repéré peut-être trop tard, mais qui était toxique? Bien trop tard. Quand j'ai vu l'impact qu'il avait sur moi, quoi. La perte de confiance. Il te rabaissait? Pas directement, mais tu vois, il se gênait pas à faire des remarques sur les autres meufs à côté de moi. Ça, c'est pas cool. C'est un mec qui avait une grosse emprise sur moi, qui le savait, qui m'a jamais laissé me barrer, en fait. Dès que j'avais un petit peu de force et de courage pour dire allez, ciao, il revenait et en même temps, enfin, il était avec son ex en même temps. Je sais pas trop. J'ai jamais eu les réponses à ça exactement, parce que j'ai même plus envie de les avoir. Mais il voyait d'autres meufs pendant qu'il me voyait. Enfin bref, c'était pas très sain. Et en fait, en vrai, au début, j'ai eu beaucoup de haine, je pense, envers lui. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je pense que je me suis toujours pas encore pardonné, que c'est un peu un truc que je dois régler, mais que en fait, je m'en veux de pas être partie, tu vois. Parce que je me dis, à l'époque, j'ai toujours été une meuf très joyeuse, très joviale, très positive, assez indépendante aussi, tu vois. J'ai toujours fait mes choix, je suis têtue. Enfin, mes parents, souvent, ils sont là, ouais, en fait, ils savent bien que dès que je veux faire un truc, j'y vais, même si je me casse la gueule, c'est pas grave, tu vois. Et là, en fait, je sais pas comment j'ai changé, et je m'en suis rendu compte après coup, où bêtement, une fois, avec ma mère et ma sœur, on avait l'habitude dans la cuisine, tu sais, de chanter, de faire des espèces de chorés, et je sais pas, ça faisait genre 5 ans qu'on n'avait pas fait ça, tu vois. Et il y a un jour, c'est con, je me rappelle comme si c'était hier, mais je revis ce truc, et là je me rends compte que je commence à me retrouver, parce que ça faisait 5 ans ou 4 ans, peut-être 4 ans je pense, que j'étais tellement mal qu'en fait j'avais plus de joie. Je sais pas comment expliquer, mais ce moment-là, c'était vraiment le gros déclic pour moi, que je me suis dit, ah ouais, putain, ah oui, c'est grave en fait. En fait, c'est très grave, parce que c'est maintenant où je réalise que en fait, je me suis perdue, et que là, je commence à retrouver des petits bouts de moi. Mais bon, j'étais déjà partie depuis peut-être 2-3 mois, tu vois, mais j'ai eu besoin de tout couper et de tout laisser derrière moi, parce que je m'en sortais pas, quoi. T'es resté 4 ans avec lui, c'est ça? Ouais, 4 ans avec des hauts et des bas. Enfin, des hauts et des bas. 2 ans où ça allait relativement, et puis les 2 années d'après, c'était n'importe quoi. Encore une fois, il avait une meuf à côté. C'était vraiment pas cool. Ouais. Et c'est moi où je sais pas pourquoi, je me suis laissée aller, j'ai fait des trucs mais qui me ressemblent tellement pas, où j'étais en bas de chez lui à l'espionner, je pétais des crises, mais de larmes, des terribles de crises je sais même pas ce que c'était de la jalousie, de la peine, c'était
C'était très intense. Et oui, j'avais perdu 10 kilos en l'espace de 2 mois, je crois. Vraiment, ça allait pas du tout. Et encore une fois, j'avais pas le choix que de me barrer parce que sinon, je sais pas où ça m'aurait mené. Mais voilà, je suis partie. Ma sœur m'avait vachement insisté pour que j'aille pour que j'aille son anniversaire à Vienne. Elle était en Autriche à l'époque. Et heureusement. Et à la base, j'étais là, oui, je reste 3 jours et dans le bad, machin et tout. Et en fait, je sais pas, ça m'a tellement changé les idées, je me suis tellement déconnectée de ma réalité, entre guillemets, que je me suis dit, ok, vas-y. Elle m'a dit, mais viens, non, ok. En 2 mois, j'ai déménagé, je suis barrée. T'as réussi à ce moment-là à sortir de cette emprise, en fait. Ouais. C'est sûr que je pense que c'est après, efficace. Je l'avoue, mais ce qui m'a aussi aidé, c'est d'avoir rencontré quelqu'un. Où en fait, évidemment, avec l'ex avec qui j'étais, tu sais, je m'imaginais que je plairais jamais à personne d'autre. J'ai eu un moment vraiment où mon estime de moi, elle était à moins 1000. Ma confiance en moi, moins 1000. Je me sentais inintéressante. En fait, à un moment, j'étais un peu son ombre, tu vois. Où en plus, c'est un mec qui était vachement en société, qui brille, qui raconte des vannes tout le temps. Donc, et au fur et à mesure, en fait, je m'effaçais pour lui laisser la place, tu vois. Donc, en fait, je me suis complètement oubliée, perdue. Éteinte. Vraiment une ombre, complètement éteinte, réellement. C'est vraiment le mot. Et donc, ouais, le fait de rencontrer quelqu'un et de sentir qu'il y avait quelque chose qui pourrait se passer, en fait, je me suis dit, ouais, waouh, ok, d'accord, donc ça veut dire. Puis il rigolait, tu vois, donc je dis, ah ouais, je suis drôle. Ah ouais, putain. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, bah vas-y, laisse-toi vivre ce truc. J'ai pas envie de dire que c'était une relation pansement, parce que je suis quand même restée 2 ans avec lui, mais je pense que c'était un peu le cas au début. En tout cas, c'est un mec qui m'a énormément aidé. C'est tout l'opposé de la personne avec qui j'étais. Quelqu'un de très calme, très posé, un peu trop pour moi finalement, tu vois. C'est-à-dire que c'était vraiment juste un moyen de me rééquilibrer. Ouais. Et après, de finalement, moi, choisir où je voulais aller, tu vois. Et d'ailleurs, même cette rupture a été superbe parce qu'elle était toute douce, toute gentille, toute mignonne. Où tous les deux, on savait qu'en fait... on n'avait pas les mêmes ambitions, les mêmes envies. Lui, il voulait être dans la musique et sa priorité, c'était d'évoluer dans son milieu. Moi, je savais pas trop. Donc, tu vois, c'était pas sa priorité non plus. Donc, on s'est là, bon, ok, très bien. Tu sais quoi, viens, on se fait la bise, on se tape la bise, on se fait un câlin et puis bonne route. Et tu vois, enfin bref. C'était vraiment très cool. Ça, c'est un peu un truc aussi où je me dis, merde, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas te débrouiller seule ? Et bon... C'est tout un process en réalité. Pas. Non, mais en fait, je pense que on oublie. Il y a un adage un peu, c'est on n'oublie pas quelqu'un avant d'avoir rencontré quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vrai. Je pense que tu peux te reconstruire seul, mais en vrai, t'as toujours. À partir du moment où t'as été en couple, je trouve que c'est une question d'habitude. Moi, je l'avais pas du tout avant d'être en couple parce que c'est ma première grande relation sérieuse. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Avant, j'avais pas de manque et mes potes me disaient mais tu verras le jour où. Et en fait, maintenant, je me rends compte en effet. On s'est séparés brièvement, on s'est remis ensemble, où en fait, il y a vraiment ce truc après... Je sais quoi tu l'as... Ça m'a parlé beaucoup trop vite. Mais en fait, t'as besoin d'avoir, entre guillemets, une personne à laquelle penser. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai après... Enfin, tu vois, là, je me rends compte qu'il y aura toujours, du coup, une espèce de case qui devra être remplie par l'idée de quelqu'un. Après... Moi, j'ai la chance que ça prend jamais trop de place, moi, dans ma vie. Oui. J'ai cette chance d'être très, très indépendante. Mais ce serait mentir, et aussi indépendante que je suis, ce serait mentir que de dire qu'après une rupture, on peut se suffire à soi-même, qu'on a besoin de personne. Non, je pense que quand tu sors d'une relation toxique, en effet, t'as besoin de te reconstruire seul, parce qu'en fait, t'as trop été dans la dépendance. Il faut réapprendre à être indépendant. Mais une fois qu'ensuite tu l'es, c'est normal que de rechercher à combler ce manque, tu vois. Ouais. On est des êtres sociaux. Ouais. Moi, je sais que même aujourd'hui, avec du recul, je sais que j'en aurais été incapable seule à cette époque-là. Parce que j'étais pas aussi éveillée, en fait, à soi, à la conscience de soi, à juste travailler sur soi. En même temps, c'est un peu notre génération, je trouve, aujourd'hui, surtout avec les réseaux, tu vois, où c'est vachement... comment dire ? Ouais, les Irish Flowers, tu vois, accessible. Mais on te dit aussi comment t'aimer. Avant, on te le disait pas. Voilà, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça parce que du coup, je me suis séparée là en juillet. J'étais mariée et tout, donc même ça, ouais. Attends, mais est-ce que c'est toujours le même, le gentil, la doux Non. Ah non, lui, je te dis, ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans, d'accord. C'était donc là, en 2016. Tu t'es mariée, tu t'es mariée avec qui Dis-nous tout, là. Avec qui ? Je me suis mariée avec... alors ça, c'était trop cool, c'est un peu une histoire trop sympa de film. C'est avec mon premier amour de lycée, que j'ai retrouvé 8 ans après. On s'était perdu de vue, le mec m'avait quitté en plus. Ouais. Mais à l'époque, je m'oublierai jamais, il m'avait dit « Toi, t'es une meuf pour le mariage et t'es arrivée avant l'heure. »
Ah ouais. Et à l'époque, ça m'avait fait vachement de mal, évidemment. Mais bon, j'avais fait ma vie. Encore, à ce moment-là, j'étais vraiment bien, tu vois, dans ma peau. J'étais jeune, j'étais bien, j'étais ambitieuse, j'avais envie. Enfin, tu vois, j'avais. Insouciante. Ouais, insouciante, absolument. Donc, ouais, j'avais 17 ans quand même, mais ça allait. En plus, je partais à Paris et tout, donc ça passait. Puis 8 ans après, on s'est retrouvés parce que j'étais retournée en Algérie pour taffer. Et parce que j'avais des projets sympas et on s'est retrouvés une soirée et le mec était là, ouais, en fait, je t'aime toujours, blablabla. Mais alors là, ça, c'est à cette époque-là, j'étais vraiment trop bien dans ma peau. Et je me disais, ok, bah, tu sais quoi, je vais pas avoir de mec. Là, j'ai envie de me focus sur moi, travailler. Enfin, je commençais à être. Ça commençait à bien prendre les réseaux sociaux. Je commençais l'acting. Donc, en fait, ma vie était assez remplie et j'avais envie de m'épanouir dans ce nouveau métier. Je rentrais à peine à Alger. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs nouveaux et je me disais, ok, laisse-toi, kiffe, profite. Et puis lui, il redébarque. Donc au début, je faisais vraiment en mode non, mais en fait, désolé, t'as raté ta chance, tu vois, c'est mort. Surtout qu'encore une fois, je me sentais trop bien et je savais que je dégageais quelque chose d'hyper cool, d'hyper positif. Je sentais en fait les regards sur moi et tout, et j'adorais ça. Et finalement, je suis tombée dans le truc parce qu'il a pas lâché l'affaire, donc c'était trop mignon. Et on a fini par se marier 3 ans après. Voilà, et puis 3 ans après, on s'est finalement séparés, mais pour les mêmes raisons, en fait, bah, ça matche plus, tu vois. Et donc c'est aussi une rupture. Que j'ai comment dire, je sais même pas comment l'appeler, mais soft. une retour, ouais, soft, ouais, cool. Et alors j'ai plusieurs questions qui me viennent. Vraiment beaucoup trop de questions. En fait, revenons à cet ex toxique parce qu'il y en a une qui me trotte dans la tête depuis ce moment-là. Mais si tu pouvais parler à Chérine, qui est encore avec ce mec, qui est dans la phase là, les 2 dernières années où c'est vraiment la merde. Qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Tu vois, je pense aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ce cas de figure et où en fait elles savent pas quoi faire. Est-ce que toi, là, si tu pouvais leur parler, te parler, qu'est-ce que tu te dirais? Je dis la plus grosse chose que je regrette, entre guillemets, c'est de ne pas être partie. Mais qu'est-ce que tu te serais dit qui t'aurait fait partir? Parce que je me serais dit, meuf, barre-toi, t'inquiète pas, avec le temps, ça passera. Tu vas galérer et laisse-toi galérer, c'est pas grave. Laisse-toi pleurer. Si t'as besoin de t'isoler, eh ben, isole-toi. Si t'as besoin de prendre 2 mois, tu vois personne, tu fais que pleurer chez toi, et ben tu le fais, tu résistes et tu es capable, tu es complètement capable. Et le temps c'est ton meilleur pote, quoi. Et couper les ponts, couper les ponts parce que dans ces relations-là, en fait, souvent dès que je commençais à vraiment commencer à partir, le mec il revenait alors qu'il avait une meuf en attendant, tu vois, il revenait en bas de chez moi en pleurant, en me disant t'es la femme de ma vie, machin. Et j'étais là, non mais laisse-moi. Et après à force je peux replonger. Alors et dès que j'y allais, le gars il recommençait, tu vois. Et c'est là où tu te dis mais oui, mais tu sais, au fond je savais très bien. Et je juste coupais les ponts. Je ne coupais pas les ponts, je coupais les ponts. Donc avoir le courage de se dire là, tu as le courage, c'est sûr. Le courage tu l'as quand t'es malheureux. Franchement, être malheureux, je pense que c'est la pire chose qu'on peut s'infliger dans la vie. C'est la pire façon de ne pas s'aimer, en fait. En fait, c'est se rappeler qu'une relation, c'est censé nous rendre heureuses. Et si ce n'est pas le cas, mais même si on aime l'autre, absolument, c'est qu'on n'est pas fait pour être avec cette personne. Et c'est valable en amitié aussi, d'ailleurs. Dans toutes les relations que tu as dans la vie, c'est là pour t'aider. C'est l'image que j'ai, c'est un truc côte à côte où il y a un truc où tu tiens dans la main et t'avances, tu vois. Et puis à tour de rôle, peut-être il y en a un qui va tirer l'autre, mais quoi qu'il, au moins on est pareil, quoi. C'est pas normal que tu te sentes mal, que tu te sentes moche, que tu te sentes dévalorisé. Il y a rien de pire que de s'infliger ça, en fait. Vraiment, encore une fois, le seul regret que j'ai, c'est par rapport à moi-même, en fait. De m'être dit, c'est pas que t'as pas eu le courage, parce que je l'ai eu quelques fois, mais de pas être allé au bout de mon truc et de pas avoir assez cru en moi, quoi. Et c'est la pire chose que je me suis fait dans la vie, parce que j'estime avoir perdu du temps. Autant je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus appris dans la vie et sur moi-même et le rapport aux autres, etc. Donc aujourd'hui, j'en tire énormément de leçons, mais là, ça fait, tu vois, c'est bien longtemps après. C'est ça. Et puis bon, en fait, j'ai envie de te dire, tu peux pas t'en vouloir parce que tu connaissais pas autre chose. C'est ça que j'essaie. Et c'est ça qui est parfois dur. Je me réconforte avec ça. Mais didn't know better. Mais oui. T'as fait de ton mieux. Non, c'est sûr. Tu vois. Mais je sais que je m'en veux toujours, tu vois, de quelque chose. Je sais que j'ai encore un truc. Faudrait que je me pose ou que je sais pas, que j'aille voir. T'as fait une thérapie? Non. Jamais. Non, ça, il faudrait que je fasse aussi. Et pourquoi? Parce que tu t'es dit que c'était pas pour toi? Non, parce que déjà, ça honnêtement, c'est pas dans ma culture. Déjà. C'est vrai. Et en fait, c'est vraiment ici, surtout aujourd'hui, avec le sujet de la santé mentale qui est vraiment, qui est du coup vulgarisé, qui est banalisé, où je me dis, ouais, c'est quand même important en fait de pouvoir. Et encore une fois, comme je te dis, je sais que j'ai encore des petits nœuds, parce qu'il y a des réactions que j'ai qui sont pas normales, tu vois, qui sont.
De la protection, de la réaction. Absolument. Et puis parfois de la surréaction ou des choses, je sais, j'arrive pas à l'associer. Je sais pas si c'est une espèce de peur de l'abandon. Je sais que j'ai certainement l'une de ces blessures, mais j'arrive pas à savoir laquelle c'est et j'arrive pas à mettre la main dessus et à me dire pourquoi encore ça m'atteint. Moi, je suis sûre que c'est lié déjà à ça. Et encore une fois, à l'époque, je sais que j'avais beaucoup de haine envers cette personne. Aujourd'hui, vraiment, j'ai pas de la haine envers moi, mais vraiment, je me le pardonne pas, en fait. Donc, il y a un truc où je me dis, ah meuf, tu l'as vraiment chié. Donc, même moi, en fait, là, j'ai pas digéré mon propre truc en me disant, mais ça sort d'où, en fait? Regarde comment c'était avant, regarde comment t'es après. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce vide-là? C'est quoi pourquoi t'as été comme ça? Pourquoi tu t'es laissé autant faire quand t'as senti, alors qu'au début, par exemple, un truc tout con, mais ce mec-là, c'est moi qui l'ai encouragé à aller voir son ex pour discuter avec elle, parce que, en fait, apparemment, il lui avait pas forcément dit qu'il avait rencontré quelqu'un, donc il maintenait un truc. Et j'étais là, mais va la voir, évidemment, rassure-la, dis-lui qu'en fait, c'est pas sa faute. Enfin, tu vois, vraiment dans la bienveillance et tout. Cette meuf, elle est restée dans sa vie. Et en fait, après, c'est parce que lui, il a mal fait les choses, tu vois. Ouais. Et après, on s'est revus. Après, du coup, il a appelé ça le guet-apens. Mais en fait, cette meuf, on s'est retrouvés à se parler parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il nous voyait toutes les deux. Et plein de trucs comme ça. Et on se parle et elle me raconte des trucs. Et je suis là, mon Dieu, mais c'est moi qui l'ai poussé à venir te voir. C'est moi qui le poussais à te parler. Parce que moi, je suis vraiment dans le truc de... Je fais confiance aux gens, vraiment. Et je parle du principe qu'on est tous bienveillants et qu'en fait, si t'es pas heureux dans ta relation, que tu veux faire autre chose, eh ben en fait, tu te sépares de la première et tu vas faire ta vie. C'est pas grave. Ça fait du mal, mais c'est pas grave. Au moins, moi, c'est l'honnêteté, en fait, qui prime dans la vie, tu vois. Et ouais, aujourd'hui, je m'en veux de pas m'être barrée. Surtout que la première fois où c'est moi qui ai rompu la première fois, mais je voyais ça comme un truc de le faire revenir, tu vois, genre pour le réveiller, en fait, parce qu'il correspond. Enfin, finalement, il était pas à ce que je voulais. J'attendais. Tu vois, je pensais pas le changer, mais il correspondait pas à ce que je voulais, tu vois. C'est dur, ça, hein, quand on aime quelqu'un, qu'on s'est fait une idée de lui. Mais bien sûr. Et qu'en fait, il ne correspond pas à cette image qu'on s'est faite de lui. C'est dur d'accepter quelqu'un pour qui il est vraiment. Mais surtout que je pense que quand on est jeune, on imagine toujours qu'on peut changer, ou en tout cas que quelqu'un changera pour avec l'amour qu'il nous porte. C'est faux. C'est faux. Il faut voir les red flags. Et moi, il y a une phrase que j'ai partagée dans mon livre, mais je la redis pour peut-être celles et ceux qui la connaissent pas, que j'adore. C'est Don't invest in someone's potential. You're not a startup investor. C'est pas génial. Vrai, mais c'est absolument vrai. Parfois, il y a un côté, en plus, les femmes, ce côté un peu bonté d'âme. Oh, mais je vais le sauver. Avec moi, il sera différent. Je sens qu'il a du potentiel. L'infirmière à la con. N'investis pas dans le potentiel de quelqu'un. Investis dans l'image que tu vois de lui et qu'il prouve qu'il est. En fait, s'il a un visage et que derrière il agit différemment, crois ses actes, ne crois pas ses paroles. Absolument. Et on essaie de se persuader que oui, mais si jamais, et ça arrive à quelqu'un de très proche que je ne citerai pas qui se reconnaîtra, ça arrive où tu vois, le mec en question, dès qu'ils sont ensemble, ça se passe super bien, il est super gentil, mais derrière il la ghost pendant des jours et que et limite elle vient le voir et dans sa ville et le mec ne lui envoie pas un message. Je suis là, mais on s'en fout qu'avec toi quand il est ensemble, il est sympa. À la limite, il te ghost. Mais à la limite, demander pourquoi. Aujourd'hui, moi, avec tous ces expériences machin, en fait, je me dis que c'est impossible et ça ne sert à rien, et ne surtout pas même changer pour une relation ou pour quelqu'un. Ça, c'est le truc le plus nul que tu puisses faire. Pour moi, c'est vraiment un truc où c'est même pas on se complète, mais il y a quelque chose qu'on s'apporte et c'est ça qui compte. Et le reste, en fait, on fait avec et on apprend à vivre avec et on voit comment ça peut fonctionner. Mais communiquer beaucoup. Et à la limite, ça, tu vois, ok, il te ghost, mais en fait, demande-lui pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Est-ce qu'il y a un problème de l'engagement? C'est des disquettes, genre, tu sais, je suis pas très message. Non, mais excuse-moi, il y a ne pas être très message et il y a ne pas répondre en fait. Pendant 3 jours. Appelle-moi. Tu vois? Appelle-moi. Parle-moi. Ouais. Donc oui, t'as raison. Parce qu'après, il y a red flags, tu vois. Moi, je me dis, il y a quand même des personnes qui sont... Moi, par exemple, je n'entretiens pas particulièrement mes relations. En général, même amicales, tu vois. Même mes parents. On s'appelle une fois de temps en temps et c'est quelque chose qu'on m'a longtemps reproché. Aujourd'hui, finalement, j'ai réussi à le faire accepter comme ça, justement, tu vois, en disant, écoutez, je fais pas exprès et je suis comme ça, en fait. Je suis pas la meuf qui va t'appeler tous les jours pour prendre, alors ça va, tu fais quoi? Ah, ok, c'était comment? Je sais pas faire ça. Ce n'est pas dans ma nature. C'est des personnalités, ouais. Et on me l'a vraiment beaucoup reproché. Mes amis, ma famille et tout, ils m'étaient là, mais je ne suis pas comme ça. Et aujourd'hui,
Même eux sont là en me disant ouais, mais de toute façon, toi, on sait très bien qu'il faut pas qu'on attende. Mais je sens qu'il y a plus de reproches dans la voix, tu vois. Et on est juste comme ça. Mais donc pour toi. Donc je comprends qu'il y a des gens qui soient pas non plus dans le contact permanent. Il y en a qui, quand ils font quelque chose, le font à fond et leur téléphone il est mis de côté ou ils sont pas connectés. Tu vois, moi je pars du principe. Moi je suis sur les réseaux sociaux, donc je regarde. Mais en réalité, quand il y a des gens qui prennent leur téléphone que pour passer un coup de fil ou justement passer un message, mais ils l'ont pas en permanence sur eux, ça existe. Donc c'est possible. Ouais. Bon, alors en l'occurrence non, pour moi c'est mais je suis très exigeante, notamment pour les mecs de mes proches, mais pour moi aussi d'ailleurs. Mais est-ce que tu penses du coup que, parce que j'ai un peu le même discours que toi, que faut pas changer pour quelqu'un d'autre, et je connais des relations où les personnes se remettent quand même en question parce qu'elles se disent par exemple non mais c'est vrai, je suis pas assez patiente, faut que je travaille dessus. Oui. Tu vois, il y a quand même ce côté-là où ça demande comme. Est-ce que toi, après, par exemple, là, dans ton mariage, et ça m'intéressera de savoir, c'est quand est-ce que tu as su que, en fait, les efforts ne suffisaient pas? Tu vois, c'est quand est-ce que tu fais la différence entre j'ai fait des efforts, mais en fait, là, je vois bien que j'arrive pas à être plus patiente ou plus compréhensive ou plus supportive. Changé, tu vois, par exemple, là, tu me parles de l'exemple d'être plus patient. Ça, pour moi, c'est un truc. Je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose qu'on peut améliorer dans la vie parce que de toute façon c'est pas bien. Enfin c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est aussi un défaut général. C'est aussi pas cool pour la personne. Je pense pas que tu puisses ne plus être impatient, mais je pense que tu peux apprendre déjà à prendre du recul sur les choses, à te calmer, à te dire écoute, c'est pas grave, je suis en train de me stresser pour rien, je suis en train de m'angoisser pour rien. Si j'attends encore 2 jours, par exemple, je suis pas là pour une réponse ou quoi. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs, je pense, que tu peux améliorer parce que de toute façon, ça rend la vie meilleure en général, pour soi et pour les autres. Mais quand je parle de changer, tu vois, genre quelqu'un qui... moi, je sais pas, mon exemple, je parle beaucoup, je suis assez vive, tu vois, j'ai beaucoup d'énergie, machin. Je vais pas me dire... diminuer pour faire plaisir à quelqu'un parce que mon rythme, il est trop rapide. Non, en fait, je suis désolée, je suis comme ça. Ouais. Moi, je trouve que ça fait partie des trucs qui font aussi ma personne. Et tu vas t'y faire, quoi. Si t'es pas content, tout ce qui est lié à ta personnalité, c'est un truc qui existe en ce moment. Parce que du coup, j'ai rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Et cette personne, moi, le soir, je pète la forme. Le matin, un peu moins. Lui, c'est l'inverse. Le matin, il se réveille, il est au taquet. Le soir, il est à l'ouest. Et donc, en fait, il y a un truc d'adaptation où moi, le soir, je sens que des fois, je me fais chier, tu vois, parce que je parle beaucoup et que c'est là où j'ai envie de discuter, de refaire le monde et tout. Mais tu vois, j'apprends à me dire, vas-y, là, tu vas redescendre un peu. Et lui aussi, il prend un peu sur lui. Et je pense que c'est vraiment des trucs tout le temps d'essayer d'équilibrer et de compromis aussi, de compromis. Avant la partie, peut-être, si on veut la faire chronologique, avant la partie mariage, la partie... Tu sais que ce que je te dis, c'est inédit de ouf. Hein. J'adore. J'en ai jamais parlé. Écoute, ça peut aider vraiment beaucoup de gens. Non, mais tu vois, je me dis, quand est-ce que c'est parce que, tu sais, une question qu'on se pose en tant que femme, notamment, peut-être les mecs aussi, mais quand est-ce que tu te dis, cette personne-là, je veux l'épouser? En fait, moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est que t'as eu pas mal de relations. Est-ce que c'est juste une question d'âge? Et il y a un truc parfois très rationnel en vrai, on approche la trentaine, on s'aime, on va se marier. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme-là, dans toutes tes relations, tu t'es dit, lui, je vais l'épouser? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Ouais. Écoute, après, j'ai pas eu tant de relations que ça avant. Surtout qu'il a fait partie des relations sérieuses que j'avais eues. Mais je sais pas, c'était un peu un truc évident qui devait arriver. On en a parlé assez vite et j'avais vraiment beaucoup d'amour pour ce mec, même si je sentais pour le coup quelques c'est pas je dirais pas de défauts, mais je dirais un fonctionnement en tout cas qui correspondait pas à ma vision des choses. Et pour moi c'était assez minime, mais que ça pouvait évoluer dans le bon sens avec le temps. Donc si tu veux, je mettais un peu ça de côté en me disant on travaillera plus tard. Et vraiment, moi c'est pour le coup vraiment l'amour qui m'a poussée à ça. Et puis on en avait encore une fois parlé, c'était un peu la suite logique des choses, surtout qu'on était déjà ensemble avant, ensemble maintenant, et pour tous les deux c'était une espèce de step en plus, tu vois. Et puis aussi c'était plus simple pour que lui puisse me rejoindre en France et qu'on vive ici, parce que ça allait être beaucoup plus compliqué vu qu'il est algérien, beaucoup plus compliqué, le process de son côté, machin et tout. Donc on s'est dit tout match, tout fonctionne bien. Depuis 3 ans, en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment, il fallait, qu'est-ce qu'on fait de plus, tu vois. On a commencé notre relation à Alger,
Et ensuite, moi, je suis venue là. Et en fait, à ce moment-là, avant de partir même, on avait quasiment déjà décidé qu'on se marierait, tu vois. Et donc ça, c'était un peu la suite logique. On se dit, bon, bah, tu sais quoi, viens, on se marie en France. Et puis comme ça facilitera tout. Donc les choses se sont faites de façon... Il n'y a pas eu d'évidence en mode... tu sais, il y a un peu ce mythe un peu de c'est lui. Et ben cette évidence-là, aujourd'hui, je réalise que c'est peut-être pas un truc que le mariage va consolider, tu vois. Et aujourd'hui, j'en ai complètement la preuve. Où en fait, ce mec, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Bizarrement, ou je sais pas, en fait, moi j'ai toujours peur du mot homme de ma vie, femme de ma vie. Plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que ce terme est faux. Je pense pas qu'il soit faux. Je pense que tu le penses à un instant T. Et je pense qu'à ce moment-là, il a beaucoup de valeur parce qu'il représente ce que tu penses de cette personne-là et que c'est très fort et qu'en fait, pour moi, ça veut juste dire ce que tu ressens. Quelque chose d'extrêmement fort pour la personne et que tu le penses vraiment à ce moment-là. Ouais, mais d'une certaine façon, il existe. Quelle est la différence avec le fait de dire je l'aime ? En fait, le côté c'est l'homme de ma vie, ça singularise la relation comme si il y avait ce côté L' au singulier. C'est lui ou c'est elle. Je comprends. Moi, j'y crois de moins en moins. Ouais, et surtout dans notre société. De plus en plus. Ah, t'y crois de plus en plus ? Ouais. Attends, avec le nouveau mec avec qui t'es là ? Ouais. Et c'est la première fois que tu dis ça, tu t'es pas dit ça avec le précédent, tu vois, c'est ça un peu mon point. Est-ce qu'on se dit pas ça avec chaque mec qu'on aime ? Je me l'étais dit, mais à l'époque. Mais en fait, je me suis rendu compte que même alors qu'on s'était mariés, que je le pensais toujours pas. Et c'est là où je me suis dit, bon. Après, je regrette rien. Et je fais partie des personnes qui se disent, bon, bah, de toute façon, un mariage, ça se fait, ça se défait, ça coûte un peu cher quand ça se défait, mais ça fait partie du jeu. Quand ça se fait aussi, d'ailleurs. Oh, ça coûte encore plus cher quand ça se fait, c'est vrai. Mais c'est pas grave, tu vois. Genre, aujourd'hui, je continue à me dire que c'est le plus beau jour de ma vie, ce jour-là. Parce que ce que j'ai ressenti comme amour, que ce soit envers lui, envers tous les gens qu'on aime, ce qui se dégage, en fait, l'énergie qu'il y a à ces moments-là, j'ai jamais vécu ça de ma vie, tu vois. L'intensité de cette journée, elle valait tout l'argent qu'on a mis dedans, tu vois. Vraiment, ce qu'on a vécu, c'était fabuleux et magique. Et voilà, après la vie fait les choses et puis c'est pas grave, tu vois, on s'est rendu compte qu'en fait ça marchait pas et au contraire je trouve ça mieux de se dire on a vécu le truc intensément, on s'est aimé très très fort et puis en fait à la fin ça marchait pas et puis on est aussi capable de se dire maintenant on veut quand même être heureux donc essayons chacun de notre côté. Tu le vis pas trop mal ça, ce moment où tu te rends compte que ça ne marche plus? T'es très triste, hein. Ouais. Bah oui. Tu le vis très très mal. T'arrives à voir la réalité en face ? Non. Non, je pense pas. Et en fait, je pense que le plus dur en réalité, c'est de faire mal à l'autre. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Parce que autant tu sais, à un moment, ça y est, quand t'as compris que ça va plus, parce que tu vois que t'as beau... Parce qu'en fait, les efforts, ça doit être à deux. Et t'as beau essayer, en fait, plus tu tires sur la corde et moins ça avance. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est que chacun commence à s'éloigner de plus en plus. Et le jour où tu te dis, merde, je crois qu'il y aura pas ça va pas s'arranger en fait. Il y a plus un truc déjà de culpabilité envers l'autre personne. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ou comment tu le dis, comment t'en parles. Et puis, quand tu vois qu'en fait, il n'y a pas le choix, c'est qu'à un moment, il n'y a même pas de discussion à avoir. Genre, qu'est-ce qu'on fait ? C'est juste, en fait... Et ça m'a... J'ai pris un an pour avoir la force et le courage de dire viens, on va boire un verre, j'ai un truc à te dire. Entre le moment où tu te dis ça va plus pas le faire, entre le moment où je me dis je pense vraiment que c'est la fin, parce que tu te dis jamais vraiment oui c'est la fin. Je dis je pense vraiment je pense qu'on arrive à la fin, qu'on a fait le tour. Et au final ce qui s'est passé c'est qu'on a, je pense, tous les deux laissé mourir notre relation en fait. C'est que moi à un moment je voyais très bien que ça fonctionnait pas. Et donc heureusement, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'ai un taf très intense où je rencontre beaucoup de gens, où il se passe beaucoup de choses. Donc en fait, je m'épanouissais vachement là-dedans, tu vois, et donc ça me faisait oublier en fait. Je suis pas à la maison à subir une relation, tu vois. Même si quand je rentrais le soir, après ça en général c'est comme ça, moi, après une journée de tournage, j'ai pas envie de parler. Parce qu'en fait, ça m'a bouffé tellement d'énergie que je suis juste HS et je veux juste me poser, prendre un livre, regarder la télé et encore, et aller me coucher à 21h, tu vois. Mais me pose pas de questions. C'est comme les gens qui veulent plus parler de travail après le travail. Oui. C'est tout pareil. Le pire, c'est alors, raconte-moi. C'était quoi ? Je suis désolée. Mal à la tête. Je suis allée, j'ai travaillé, j'ai rencontré des gens. Quand les trucs à raconter, ça vient tout seul, mais. Bref, et donc.
je ne subissais pas, c'est pour ça que j'ai pu tenir, je pense, aussi longtemps, c'est que je ne subissais pas ma relation. Et puis au final, quand je me suis retrouvée face à elle, en fait, j'avais plus le choix en me disant, bah oui, mais ça va pas. Donc on a laissé mourir, moi j'étais moins disponible, ou en tout cas je faisais moins d'efforts pour être disponible. Lui le sentait, donc en fait lui aussi, à sa façon, fuyait cette situation-là, tu vois, où il voyait beaucoup ses potes, il allait prendre des verres souvent après, il sortait le week-end, enfin tu vois, on se voyait plus. À un moment, on trouve des excuses, il a fini par dormir sur le canapé, donc vraiment, le truc s'est dégradé au fur et à mesure. Et du coup, il n'y avait plus d'autres options que de se dire, bon, bah, personne n'est capable de parler. Ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup joué pour moi. C'est que plus le temps passait, plus je me rendais compte que j'avais besoin, moi, beaucoup de communication. J'ai besoin des choses qui m'enrichissent, même en négatif, en fait, où j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin qu'on discute des choses. Voilà. Et en fait, il n'y a jamais eu ça. Et c'est comme ça où j'ai su aussi qu'on n'allait jamais aller vers ça parce que c'est pas sa personnalité. C'est pour ça que des fois, je dis, quand ça matche pas, bah, ça matche pas en fait. T'as beau faire, tu peux pas changer quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de communiquer, qui ne s'ouvre pas, qui ne parle pas qui ne sait pas parler de ses émotions parce que même lui, il les comprend pas en soi, tu vois. Comment tu vas le changer, s'il te plaît? Donc oui, je me suis dit, vraiment, c'est pas pour moi. Et même finalement pour lui, je suis sûre et je lui souhaite de trouver quelqu'un qui lui correspond vraiment, parce que même lui, au final, il est malheureux. Il me le dit pas, mais je sais qu'il est malheureux, tu vois. On est malheureux tous les deux, donc à quoi bon? Ouais. Est-ce que tu le vis comme un échec? Pas du tout. À aucun moment donné? Absolument pas. Dingue. Pas du tout. Je pense que j'ai eu quand même un moment où je me suis dit ça, et très vite, je me suis rendu compte que, mais il est où l'échec, en fait? C'est quoi l'échec? On peut pas Encore une fois, j'ai tellement appris de moi, de cette relation, de ce que je... Tout à l'heure, tu sais, quand on parlait d'études et tout, tu disais c'est aussi cool de savoir ce qu'on ne veut pas, en fait. Et c'est incroyable de savoir où on ne veut pas aller, parce que du coup, tu es sûr déjà de ne pas te foirer. Après, tu découvres, donc tu testes l'opportunité, mais là, au moins, tu sais. Et juste ça, je trouve ça génial. Et je pense que même lui, enfin, je ne veux pas me parler à sa place, mais je suis sûre que pour nous deux, c'est que bénéfique, surtout avec l'âge que j'ai aujourd'hui, tu vois, où j'estime avoir... c'est sûr, même plus de maturité, ou en tout cas, j'ai pris du recul et j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je ressentais, pourquoi je le ressentais, comment je le ressentais. Et c'est là où je te parlais de génération, où c'est beaucoup plus accessible. Tu as tellement de podcasts et de bouquins sur la santé mentale, sur apprendre à se connaître, le self-love, enfin, plein de choses. Tu as accès à tout, en fait, toutes les questions que tu peux te poser, ou en tout cas, ce sur quoi tu veux bosser, travailler sur toi. Bah, on peut t'aider, on peut te guider. Tu peux aller voir enfin, c'est tellement... accessible, c'est génial, et moi ça m'a énormément aidé, tu vois, malgré le fait que pendant un an et demi ça allait plus du tout notre relation, et que c'était très évident en fait que ça allait vers la fin, quand c'était vraiment fini, qu'il a pris ses affaires et qu'il est parti. J'ai quand même eu un putain de choc et j'ai pleuré pendant très longtemps. Ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, pendant 2 mois je me suis isolée chez moi, je voyais personne, je ne sortais pas, j'avais besoin de faire ce deuil en fait, et j'ai lu, j'ai écouté des podcasts. Bon, j'ai la chance d'avoir un petit chien, donc ça m'a permis aussi de prendre beaucoup l'air, parce que du coup je me faisais des longues balades d'1h30, 2 heures avec elle dans la nature, à réfléchir, à penser, à essayer de comprendre pourquoi j'en sentais ça. Je me disais mais meuf, regarde, c'est un choix que t'as fait, c'est super, tu sais très bien que c'est mieux pour vous deux, alors pourquoi t'es triste? Et puis d'un autre côté, j'étais là, oui, mais en fait... Et après, c'est là où je me suis dit, peut-être que j'ai peur de l'abandon, peut-être que je suis dépendante, peut-être que... Parce que je me dis, mais c'est pas possible, j'avais plein de fois envie de le rappeler, tu vois, mais c'est aussi le manque de la personne, où en fait, d'un coup, tu changes tes habitudes, t'as plus personne chez toi, t'as plus personne à qui partager, même si on se parlait plus trop et qu'on partageait plus grand-chose, mais il était là. Oh là là, et là, t'as l'impression que c'est un vide intersidéral. Et à ce moment-là, en plus, évidemment, rien n'arrive tout seul, j'avais pas de taf, j'avais pas de casting, j'avais rien, j'étais là, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vaux sur cette terre? Horrible. Mais c'est pas grave, et le temps est passé, et puis en fait j'ai essayé de profiter encore une fois de ce temps pour voir en fait ce qui se passait en moi, dans ma tête, dans mon cœur, pourquoi, comment, où je voulais aller. Tu vois, c'est vraiment une période de remise en question, de prise de recul, surtout en fait, d'introspection énormément. J'ai aussi profité pour revoir mes potes, des potes que je voyais plus, parce que quand t'es un peu dans le tourbillon de ta vie, t'oublies parfois. Ouais. Et ça m'a fait énormément de bien. Au début, tu te forces en me disant, oh, putain, ça me saoule, j'ai pas envie de sortir. Et une fois que tu te dis, oh mon Dieu, heureusement que je suis allée, parce que c'est de l'air, tu vois, c'est de l'air frais. Et puis tu retrouves des nouvelles personnes, finalement des personnes que j'avais dans ma vie depuis 10 ans quasi, mais que je voyais plus souvent. Et ça me faisait un bien fou. Et finalement, même au début, je me disais, ouais, j'ai pas envie d'être relou, de parler de ma rupture, de reparler de ça. Et en fait, oui, ça me fait du bien d'en parler. Et elles sont à l'écoute. Et c'est ça, les vrais potes, c'est ça, qui vont pas dire, oh, c'est bon, tu saoules là, vas-y, arrête. Qui t'écoutent et qui te. À la limite, elles n'intervenaient même pas, tu vois. Elles me disaient juste, ouais, c'est pas grave. Ouais, ça te permet moi, ça m'a libéré ton sac, tu vois. Et en fait, je me retrouvais à. Tu vois.
Et là, tu recommences à retrouver des petits trucs qui te font du bien. Et en fait, tu recrées des nouvelles habitudes, des nouvelles routines. Tu te fais enfin, tu vois, t'as envie ça te donne envie, je pense, d'avancer un peu plus. Tu reprends goût un peu à la vie. Tu le perds. Moi, je l'ai pas vraiment perdu, mais ça me juste me donnait envie d'aller vers d'autres choses. Et du coup, je remplissais. Où en fait, j'avais fait d'abord un vide, un vrai vide. Et en fait, je me retrouvais à prendre des trucs que je voulais, en fait, que je choisissais au fur et à mesure, jusqu'à relancer un peu. Enfin, je sais même pas, c'est l'image que j'ai, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment l'image de se remettre dans le bain et reprendre un peu une vie. Et surtout, moi, c'est surtout le truc social où, en fait, quand je suis pas bien, j'ai besoin de m'isoler. Et reprendre les rênes, en fait, et reprendre. Comment t'as changé depuis cette rupture, depuis ce divorce? J'ai pas encore divorcé. T'as pas encore divorcé, ouais. Ok. C'est en cours. Comment j'ai changé? Comment ça a changé la personne que tu es aujourd'hui? Tu vois, quand tu parlais de ce bagage que t'as vidé pour la rupture et que t'as re-rempli avec ce que t'as choisi de remplir, qu'est-ce que t'as laissé de côté? Franchement, rien. Je pense pas que ça m'a changé ni que j'y ai laissé quoi que ce soit. C'est l'inverse. C'est qu'en fait, ça y est, quoi. J'ai l'impression que, tu sais, quand tu fais du rangement chez toi, tu fais des bacs. J'ai l'impression que là, j'ai rempli un bac. Comme là, ce que je viens de hier, j'ai fait le tri de mes affaires d'hiver. J'ai ouvert un bac, j'ai mis mes affaires d'hiver parce que j'en ai plus besoin, parce que c'est fini, parce que ça me servira peut-être plus tard, mais en tout cas pour le moment c'est out. Et j'ai foutu à la cave. Et voilà, et puis j'aurais rempli mon placard de nouveaux trucs, mais pour moi c'est l'inverse, c'est que je comprends que toute relation, toute rencontre même celles qui vont durer le temps d'une soirée, elles vont t'apporter un truc dans ta vie, une vision, une perception, un truc. Enfin, c'est tout bête, ça peut être tout et n'importe quoi, mais je pense que toutes les rencontres t'apportent quelque chose. Et en tout cas, il faut être prêt aussi, je pense, à l'accepter. Aujourd'hui, moi, j'ai tellement envie d'évoluer, d'être j'aime pas cette phrase, la meilleure version de moi-même. C'est vraiment ça. C'est en fait de me dire, je veux me faire du bien, en fait. De façon générale, je veux me faire du bien à ma tête, à mon corps, à tout, à ma vie. Je veux m'épanouir dans tout ce que je fais. Et pour ça, j'essaie de m'intéresser, j'essaie de voir comment je perçois les choses, quand je rencontre des gens, de l'effet qu'ils me font. Je suis vachement plus sur le côté instinctif, où j'ai envie de me faire confiance, sur les rapports que j'ai avec les gens. De penser aussi à soi en se disant, cette personne, elle peut m'apporter quelque chose, peut-être moi pas, mais je vais quand même la garder dans ma vie parce que là, je sais qu'elle m'aide beaucoup dans quelque chose. Tu vois. Mais le rapport instinct-rationalité est dur à équilibrer, je trouve, parce que tu vois, là, si je suis ce que tu nous dis, c'est que là, après tes différentes expériences amoureuses, tu sais ce que tu veux pas, et donc on pourrait se dire que de manière assez rationnelle, en fait, si tu rencontres quelqu'un et qu'en fait tu te rends compte que il a le même biais de pas être très ouvert par rapport à ses émotions et à communiquer, tu pourrais dire maintenant je sais ce que je veux, en fait je sais qu'on va pas aller plus loin. Absolument. Mais si avec cette personne, instinctivement, t'as eu un truc, ça t'a amené vers elle, et c'est parfois, je trouve, le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on a un crush. Et on y va en mode mais il se passe un truc, il y a une alchimie, mais vous avez pas la même façon de fonctionner, tu vois. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu fais entre guillemets ton choix? Franchement, c'est pour ça que je te dis c'est hyper instinctif, et je pense vraiment que tu attires les choses pour lesquelles tu es prête, je pense vraiment. En tout cas, c'est comme ça que j'ai réfléchi, parce que il s'avère que entre-temps, j'ai pas eu l'occasion d'avoir autre chose, mais la personne vers qui je suis vraiment allée instinctivement, et pour le coup, ça s'est fait à un regard. Et par la suite, où en fait, la confiance que j'ai eue, moi, et l'ampleur que ça a pris très très vite, ça s'est fait tout seul, et il s'avérait que cette personne était absolument dans la même optique que moi. Où il m'a dit, on a parlé de ça, et le premier soir, direct, j'ai établi le truc, on discutait, je lui dis, mais en fait, par contre, parce que lui, je voyais j'ai compris qu'en tout cas, il voulait quelque chose de sérieux. Moi, je savais pas encore où j'en étais. Et je dis, par contre, il y a une seule chose, quoi qu'il arrive, c'est qu'en fait, il faut qu'on se parle. C'est la preuve, si je le sens pas, je vais te dire, mec, en fait, je suis pas prête et j'ai pas envie, ou n'importe quoi. Mais je vais te le dire. Et toi, s'il y a un truc en retour, on va se le dire. Et on s'est retrouvés à parler de ça, et lui aussi dans une période où, après la relation qu'il avait eue avant, pareil, il est dans la communication, parce qu'il s'est rendu compte généralement dans sa vie, même le rapport qu'il a eu avec un groupe d'amis, c'est qu'en fait la communication a brisé les liens qu'ils avaient, parce qu'il y avait beaucoup de choses accumulées, des frustrations qui ont fait qu'il y a des choses qui ont explosé du jour au lendemain, des non-dits qui ont vraiment cassé beaucoup de choses, et il était complètement d'accord là-dessus. Donc je pense vraiment qu'on attire un peu ce pourquoi on est prêt. Et je sais pas, je pense que si je me dis que, en tout cas dans ma tête, je suis sûre du fait que j'ai besoin de quelqu'un qui parle et qui communique sur ses émotions, etc., la personne qui le fera pas, je vais pas forcément être attirée, parce que ça fait
Ça fait pas partie de mes critères en ce moment de quelqu'un avec qui j'aurais envie de construire quelque chose. Donc je pense que naturellement, je n'irai pas, je pense. Hein. Après, j'ai pas de... Et je me suis toujours dit de l'extérieur que les relations pour les acteurs avaient l'air très compliquées. Parce que quand tu vois aujourd'hui... Au début, j'allais dire bof, après, en fait, non, oui. Enfin, ou alors, ça demande un détachement énorme. Mais tu vois, moi, je regarde Bridgerton, là, je regarde La Reine Charlotte. Je sais pas si t'as regardé. Pas encore, j'ai pas regardé le dernier. Mais bon, de toute façon, c'est Bridgerton, donc tu sais qu'il y a la moitié, c'est des scènes de cul. Ouais. Putain, mais Dieu sait que je suis pas jalouse, mais il faut quand même voir ton mec. Ah, tu parles de ça. Ah oui, je parle de ça, ouais. Enfin, en fait, en plus, il y a plein d'histoires comme ça, genre Angelina et Brad, c'était Mr. et Mrs. Smith. Oh ouais. Tu vois, je crois que Marion Cotillard et Guillaume Canet, c'était sur Jeux d'enfants. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où en fait, oui, t'es en train de jouer quelqu'un que t'aimes. Donc forcément, après, difficile de faire la différence entre fiction et réalité. Si tu l'as fait, tu l'as fait, mais j'avoue que tu peux tomber dans un petit truc bizarre. Moi, j'ai eu ça, j'avoue. J'en dirai pas plus, mais j'ai eu un peu ça. Et en fait, je pense qu'à un moment, tu reviens quand même à la réalité. Après, s'il y a autre chose qui se joue, bah tant pis, tu vois, ça fait partie de la vie aussi. Ouais. Mais moi, pour le moment, à part ce petit truc où je pensais que c'était un petit crush et tout, et en fait, avec du recul, je me dis, oula, heureusement qu'en fait, il s'est rien passé, parce que finalement, on n'a rien, en fait, qui aurait pu fonctionner. Donc au final, tant mieux. Mais j'avoue, tu rentres dans le piège un peu de tes personnages. Ouais. Mais... je pense que ça peut être un acteur comme ça peut être quelqu'un que tu crois dans un bar et à qui t'as un espèce de coup de cœur, coup de foudre chelou ou vous regardez. Enfin, tu vois, ça peut être vraiment tout n'importe quoi. C'est vrai que ça peut arriver en réalité, aussi dans la vie de tous les jours. Tu te dis peut-être que c'est plus probable parce que justement tu fakes une histoire d'amour. Je suis d'accord, mais pour le coup, j'ai eu aussi plein d'autres expériences où en fait vraiment, même si on jouait des amoureux ou à un moment où il y a un bisou quoi que ce soit, il y avait strictement rien de rien. C'est même pas d'attirance physique dans le sens où oui, tu te dis ah ouais, il est mignon, ou il est beau, ou il a un truc, ou il est, tu vois, mais sans se le cacher d'ailleurs, mais pas rentrer dans un jeu de séduction, tu vois, aucunement. Et ça m'est vraiment arrivé plein de fois pour le coup aussi, donc moi j'ai pas eu tant de projets que ça, mais la majorité en tout cas, tu vois, il y en a eu un sur tous les projets que j'ai fait où il y a eu ce petit moment chelou où j'étais entre temps en disant merde, je crois qu'il me plaît vraiment, est-ce qu'il se passe un truc, en fait non, en fait oui, et voilà. Et on avait engagé une espèce de discussion là-dessus, on savait pas trop, il s'est rien passé en soi, tu vois, mais ah ouais, juste donc le fait quand même, vous avez mis le sujet sur la table. Un peu, ouais, quand même. Tu vois. Ouais. Bon, bah, parce ça que justement, c'était ça la question finalement, de dire, attends, mais on est sur, qu'est-ce que c'est quoi? Au final, c'est rien. Au final, c'était rien. Vraiment, au final, c'était rien. Mais tous les autres, rien du tout. Vraiment rien du tout. Donc, je pense que quand t'es heureux, encore une fois, dans ta vie, que t'es épanoui, que t'es avec la personne qui te convient et avec qui tu te sens bien, etc., tu tombes pas... Tu fais quand même la part des choses. Franchement, tu fais quand même la part des choses. Tu sais que c'est un rôle. Et encore une fois, souvent, c'est aussi ça. C'est que le personnage que tu joues dans la série, qui peut être genre hyper cool, hyper gentil, en fait, ça l'est peut-être pas dans la vraie vie aussi, tu vois. Ça aussi, ça arrive où en fait, la personnalité du gars, elle est pas... Elle matche pas avec le personnage. En tout cas, elle matche pas déjà avec le personnage, mais encore moins avec toi, tu vois. Donc au final, ouais, c'est vraiment... Tout est fake. Tu vois, c'est joué, tout est joué. Quel est le personnage le plus challengeant que tu aies eu à jouer? Le plus challengeant. Écoute, jusqu'à présent, je pense que moi, j'estime avoir eu beaucoup de chance parce que j'ai été entourée par des gens super, que ce soit au niveau des collègues, des acteurs, qui soit m'ont beaucoup aidé, soit ont été des super partenaires de jeu parce que on parle beaucoup de générosité dans ce milieu et c'est très vrai, où tu as quelqu'un qui joue avec toi, qui te donne vraiment, c'est même pas jouer, c'est qui vit sa scène et toi tu rentres dedans et il y a des choses exceptionnelles qui peuvent se passer à ce moment-là. Donc jusque-là, j'ai eu beaucoup de chance avec ça. J'ai eu beaucoup de réals aussi super qui m'ont vachement bien guidée, qui m'ont vachement bien dirigée pour donner le plus de moi-même. Mais je pense que ce qui m'a le plus challengé là, c'était un truc récent qui n'est pas encore sorti pour un film qui s'appelle Les Tempêtes de Dania Raymond, où en fait c'était justement une réal qui faisait beaucoup confiance à ses acteurs et qui du coup leur faisait confiance pour un petit peu prendre les choses en main. Sauf que moi, j'en suis encore à un stade où j'ai besoin d'être guidée ou en tout cas lancée. Tu me donnes l'élan et après, moi, je fais mon taf, tu vois. Et donc là, j'étais un petit peu perturbée et surtout que j'avais des scènes assez intenses à jouer que j'ai encore jamais faites. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas fait beaucoup de drames dans ma vie, à part Papicha, en réalité. Donc c'était un peu un challenge parce que justement, j'ai pas assez d'expérience là-dedans. Donc j'arrivais déjà un petit peu en me disant, oh là là, est-ce que je serais capable? Et puis en plus, il y a une réal qui te dit, mais oui, bien sûr, allez, vas-y. Parfois, c'est pire de donner trop de liberté, quoi. Ah ouais? Mais oui, vas-y. Ah ouais, ok.
Ok. Et en même temps, en fait, elle, pour le coup, elle savait ce qu'elle voulait pas, mais elle savait pas forcément ce qu'elle voulait. Donc c'est au fur et à mesure des tests que toi tu fais, que tu lui proposes, où elle se dit ça c'est super, on garde ça. Mais entre-temps, il faut y arriver et il faut se faire assez confiance pour tenter plein de choses. Donc c'était vraiment challengeant, ça s'est très bien passé au final. Et c'est là où je me dis, mais oui, bouffonne, combien de fois je vais te le répéter, fais-toi confiance. Et ça arrivait plein de fois. Là, par exemple, encore un truc tout con, j'ai fait un court-métrage, un mini-court même, avec un pote à moi que j'ai rencontré d'ailleurs sur Miskina, qui à la base s'occupait du making-of. Je pense que ce mec-là a un très bel avenir là-dedans, parce que pour moi, c'est un génie. Et je lui dis, le jour où tu feras un truc, s'il te plaît, fais-moi jouer dedans. Ce que tu veux. Et il me dit, écoute, je fais un court-métrage pour le Nikon Film Festival. Fonçons. Je fais le truc, je vois le résultat, surtout que c'était que du jeu visage, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de texte, machin, ça dure 5 minutes. C'est frustrant, le tournage dure une journée, t'as pas vraiment le temps, et puis à un moment tu dois faire une larme, et bah c'est là où la larme elle sort pas, et là il est là, le mec il est là, ouais mais en fait j'ai pas le temps, oui mais ça va être pas en fait, bah, désolé. Bref, et puis je vois le résultat et je suis là, oulala, ça marche pas, tu vois, je me vois, je dis ouais non mais c'est pas, non, et puis je lui parle, elle me dit mais si c'est trop bien, j'avais fait voir à quelques personnes et tout le monde m'a dit que c'est charmé machin, je suis là ouais. Le film est charmé, mais mon jeu, ça marche pas et tout. Et là, je rentre, il y a peut-être 2 semaines. Je rentre de, je sais même plus quoi d'ailleurs. De Cannes-Série. Cannes-Série qui m'a, franchement, ça m'a éclaté ma race. Ta journée, elle commence à 9h, elle finit à minuit, 1h du mat, et toute la journée, tu fais que rencontrer plein de gens, tu fais des trucs de fou, tu parles fort. Et en fait, je suis rentrée à Paris, je suis tombée dans mon canapé, je n'ai pas bougé de mon canapé pendant 2 jours. Impossible, physiquement impossible, bref. Il m'appelle et me dit ouais putain, Nikon fait un festival, Grand Rex et tout, tu viens. Je suis là mec franchement c'est chaud. Vous êtes sélectionné oui, en fait il fait partie de sélectionné, donc là c'est trop bien, mais pour moi c'est pour lui, tu vois, c'est son idée, c'est charmé, l'idée est géniale, hyper originale, c'est hyper bien, enfin, il est je t'ai dit, pour moi c'est un génie ce mec. Et puis là je reçois un message, il me dit meuf putain t'es pas là, et il m'envoie un prix d'interprétation. Pardon, tu sais, même moi j'étais là, mais attendez, c'est une erreur les gars, c'est pas possible. Et en fait je me suis complètement dévalorisée sur ce truc en me disant mais non t'es nulle et tu sais pas, et c'est pour ça que tu joues pas dans des drames, parce qu'en fait t'es pas bonne. Et là, prix d'interprétation, je me disais, tu as envie de dire merci l'univers. Et les retours que les jurys ont fait, genre vraiment ouais, c'est tout ce que j'avais pensé de mal de moi en fait, que en fait ça marchait hyper bien, que voilà, que avec juste le regard on ressentait des trucs. Je te jure qu'après, genre, quand il m'a dit ça, j'ai revu le truc en me disant ah ouais. Et même là, j'étais là, mais attends, ils ont vu ça où? Et là, j'étais là, putain, mais arrête de faire ça. Fais-toi confiance. La preuve que quand en fait, comme tu disais, donne le mieux que tu as, le mieux que tu peux. Et puis après, c'est plus entre tes mains. Et puis basta. De toute façon, t'auras fait mieux, t'aurais pas pu faire mieux en fait. Ouais, parce que donner ton maximum. Tu aurais pas pu faire autre chose en fait, parce que pour toi, c'est ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Et j'arrête pas de me dire, mais dans la vie en général, Chérine, arrête. C'est ce que j'aurais voulu. Enfin, même par rapport à tout à l'heure, tu me disais, qu'est-ce que tu veux leur dire? Bah, c'est ça en fait. Arrête de te poser 1000 questions et de penser que c'est toi le problème et qu'il y a un truc qui va pas et que tu vas pas. Vas-y comme tu le soupir. Sens. Mais ouais, parce que même moi j'en ai marre de moi et c'est en permanence, c'est tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et je me rattrape en me disant oui, mais meuf, oublie pas que de toute façon, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, tu peux pas donner autre chose. Je vois ce que tu veux dire, totalement. Mais puis je suis très dual par rapport à ça, c'est que c'est cette exigence qui te permet aussi d'en être là où t'es aujourd'hui, tu vois. Oui, bah absolument. Je sais pas si t'étais satisfaite de toi tous les jours, tu vois, tu t'aurais encore faim pour mieux. Donc en fait, il faut trouver l'équilibre entre oui, en fait, il faut accepter, et moi aussi j'ai grave du mal à me dire, j'ai 25 ans, tu peux pas savoir tout faire, en fait. Donc faut l'accepter. Et d'un autre côté, bah, faut travailler pour chaque jour s'améliorer. Attends, oui, mais l'idée, c'est pas de se dire tu peux pas faire mieux, alors de toute façon, ça sert à rien d'essayer. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire du mieux que tu peux, mais le mieux que tu peux. Donc d'aller toujours au max de tes capacités, d'apprendre le max, tu vois, c'est ça l'idée. C'est pas de se dire, de toute façon, tu peux pas faire plus que ça. Arrête-toi là. Non, c'est de faire maintenant tout de suite ce que tu estimes être le plus. C'est ça l'idée en fait. Pour moi, il faut pas tomber dans ce truc-là de se dire, bon, bah de toute façon, ça y est, j'ai tout donné, je vais pas aller plus loin. Évidemment que si, tu peux aller plus loin. Quand est-ce que toi, tu décides de commencer à jouer? T'étais d'abord créatrice de contenu, c'est ce que tu nous disais. Ah oui. Quand est-ce que tu dis, en fait, jouer un rôle, vrai, ça m'intéresse? Bah, en fait, ça me tombe dessus. Ça aussi, j'ai eu, je pense, toute ma vie, c'est pour ça que je fais de plus en plus confiance à mon instinct. C'est des rencontres. Et en fait, et de l'instinct, en fait, à l'époque, j'étais en Autriche, j'étais à Vienne,
quand justement je me suis barrée là pour pas mourir finalement. Toxique. Ouais, je me faisais chier en fait là-bas. Tout ouais, parce simplement. que je parlais pas la langue, donc je peux pas regarder la télé parce que voilà. Ouais. Je bossais le soir et je prenais des cours d'allemand le matin, mais j'avais l'après-midi où je faisais rien. Ma sœur était occupée, enfin j'avais ma sœur et mon mec à l'époque, tu vois. Et donc je commençais à regarder YouTube. À l'époque YouTube, il y avait pas mal de choses qui commençaient à arriver, justement les youtubeurs, les youtubeuses, que ce soit humour, make-up et tout. Et je regarde ça et je me dis ah ouais putain c'est cool ça. Et au fur et à mesure je tombe sur le truc de maquillage, je me dis ah ouais j'aime bien. Je suis allée m'acheter du make-up, j'ai essayé, je me suis dit ah ouais c'est trop bien. Et en plus je trouve que je me débrouillais pas si mal. Je commence une chaîne YouTube. Ça commence à prendre parce que c'est les gens qui partagent autour de moi, beaucoup en Algérie, et ça prend très vite, et même moi je comprends pas pourquoi. Et ensuite, au bout d'1 an, je crois, il y a une boîte de prod en Algérie qui me contacte, qui me dit écoute, on a vu des vidéos, on aime bien ce que tu dégages. On a un concept pendant le Ramadan en Algérie, en fait, il y a des espèces de tentes en fait et d'événements où en fait pendant 1 mois, tous les jours, il y a des artistes qui viennent, des chanteurs, des humoristes, des groupes de musique, enfin un peu tout n'importe quoi, des magiciens. Et ils voulaient pour le partenaire principal faire des petites capsules pour les réseaux sociaux. On aime bien comment tu parles, on aime bien ce que tu véhicules. En plus, t'as une nouvelle tête, nanana. Est-ce que ça te dit ? Ok, on teste, j'y vais. Ça marche bien. Ça, du coup ? Ouais. Mais c'était vraiment bon enfant, tu vois. Genre, j'avais un petit micro et j'interviewais le public. Et j'interviewais ensuite les artistes. Alors, c'était comment ? Nanana. Et puis, trop cool, très chill. Ça marche bien. Et ils me disent, écoute, on a trop kiffé. On aimerait bien te proposer des castings l'année prochaine parce qu'on a l'intention de faire une boîte de prod. À la base, c'était une boîte d'événementiel. Et on aimerait produire des séries. Bon, écoutez, je dis en fait, ouais, et puis j'ai essayé de voir les signes autour de soi, tu vois. J'étais en Autriche, à Vienne, le resto où je bossais faisait faillite. Ça faisait 2 ans, le gars avec qui j'étais, ça y est, c'était la fin aussi. Et je me dis, tiens, ouais, en fait, en soi, j'ai plus rien vraiment qui m'oblige à rester là-bas. Allez, vas-y. Pareil, en 1 mois, 2 mois et demi. D'abord, je leur dis évidemment, mais si je viens, je fais quoi ? Écoute, on va t'embaucher dans la boîte, mais pour faire quoi ? Écoute, on sait pas, mais on te paiera bien. Mais tu nous garantis que tu vas pas nulle part ailleurs et que tu restes chez nous et qu'on te fait bosser l'année prochaine. Allez. On est en 2017-2018 là ? Ouais, 2016. Et donc je rentre en Algérie comme ça. Voilà, ça dure 2 ans, je fais des séries, ça marche hyper bien. Je passe le casting pour Papicha, je suis prise. Et à ce moment-là, revirement encore dans ma vie où je me dis putain, en fait, je me sens pas bien, je suis pas heureuse là-bas. J'arrive pas à m'épanouir en tant que femme, en tant que jeune femme indépendante qui a soif de vie, qui a soif de découvrir de nouvelles choses. Ça me convient pas d'être là. Pourquoi ? Donc je repars. Parce que c'est une société particulière, l'Algérie. Encore où la femme c'est très patriarcal, ouais. Où t'as aussi un petit peu de religion qui est mêlée à ça et moi ça me va pas du tout. Beaucoup de jugement aussi et puis une femme qui n'a pas trop le droit de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle pense, donc t'as déjà eu des épisodes où on t'a fait comprendre que t'avais pas le droit de dire ce que tu pensais ? Oui. Tu peux nous en partager un ? C'est con, mais une fois, je sais plus pourquoi, je sais même plus en fait. Méga big gros bad buzz. Je sais pas ce que j'avais dit encore, c'était même pas un truc en tant que femme, c'était juste de dire, les gars, en fait, ça suffit, je sais pas quoi. Je sais même plus. J'avoue que je ne sais même pas, mais j'étais juste dire aux gens, en fait, arrêtez de me faire chier, arrêtez de me saouler, arrêtez de me dire quoi faire, arrêtez. Et je pense que je pars sur un truc comme ça et de façon très crue, tu vois. À l'époque, les réseaux, j'étais quand même assez à l'aise et spontanée. Et je me prends un truc de haine, mais oh là là, en message, en commentaire. Et là, j'ai flippé un peu, où je me suis dit, ah oui, merde. Si quand même tout le monde te déteste, alors que t'es un peu, tu sais, j'étais. La série dans laquelle j'étais, c'était la saison 2 en plus, marchait hyper bien. Donc en plus, ton image, elle est plus que à toi, tu vois. Donc t'as aussi un truc, tu dois faire patte blanche pour les prods, machin. Donc bon. Donc il m'appelle en me disant, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as dit ? Bon, écoute, c'est pas grave, le buzz, ça reste du buzz, mais quand même, faire un petit message d'excuse en me disant, écoutez, je dis, mais par contre, je vais pas m'excuser parce que en soi, on me fait vraiment chier. Il me dit, oui, mais excuse-toi au moins pour la forme. Bon, allons-y. Mais c'était dur. Et puis après, effectivement, le fait de me rendre compte que j'avais envie de défendre beaucoup plus de choses, aussi beaucoup en tant que femme, parce que j'ai eu la chance de faire une première série où justement c'était que des femmes en fait. C'était une série de 4 femmes et qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des femmes entrepreneuses, chefs d'entreprise, ou en fait qui faisaient ce qu'elles voulaient en fait, même les hommes les menaient à la baguette. Enfin, tu vois un peu tous les profils qui cassaient les codes habituels qu'on voyait à la télé, chambé. Donc je pense que j'étais un peu aussi dans cette lancée-là à me dire ah ouais, ok, d'accord, en fait ouais, je crois que puis avec les réseaux sociaux. Ce que je commençais à suivre sur les réseaux en France et tout, je me disais ah ouais, moi aussi j'ai envie de parler de ça, moi aussi j'ai envie de défendre ça parce que je me reconnais dans ces meufs là et moi aussi en fait j'ai trop de choses à dire sur ma place, sur ce que j'ai le droit de faire, pas de faire, montrer, pas montrer. Tu vois, tu te mets en maillot de bain, en fait on t'insulte de tous les noms parce qu'on estime qu'une femme qui se respecte, elle montre pas son corps. Fuck you en fait, si j'ai envie de montrer mon corps, c'est à toi de te soigner, de te rendre compte qu'en fait non, je ne suis pas.
ta possession. Mais surtout que j'estime que c'est pas... C'est ça, en fait, tu te retrouves à te dire, ouais, putain, mais pourtant, c'est pas une pose aguicheuse, c'est pas un truc provoquant, tu vois, je suis juste sur le sable comme as, tu vois, on voit même pas particulièrement des choses mises, je me valorise pas sur cette photo. Je suis juste en maillot de bain, quoi, tu vois, en train de poser, même pas de poser, c'est ça le truc. Mais t'es même là, alors là, si là, vous me faites chier, en fait, mais c'est ça. C'est qu'en fait, à un moment, vous me laissez vivre et ma vie, c'est ça, et puis je vais arrêter, j'ai plus envie de me cacher, tu vois. À l'époque, en Algérie, pour aller boire des coups, il fallait choisir le bon endroit. Il y a des moments où je voyais des téléphones sortis, je me disais, merde, la bouteille de vin, faut la mettre sous la table. Tu vois, j'avais peur parce qu'effectivement, en plus, c'est même pas dans mon imagination, c'est réel. Si on te chope avec une bouteille de vin, c'est finito, tu vois. Ça marche pas. Parce que quoi, parce que c'est un pays qui reste quand même assez musulman, tu vois. Donc, t'es pas censé boire de l'alcool, quoi. Alors là, en tant que femme qui boit de l'alcool dans un bar, mais t'es folle. Et ça, c'est une vraie question que je me pose, en fait, entre le respect de la culture et la volonté de faire bouger les choses. Tu vois ? Parce que en France, j'ai pas la réponse, je me suis barrée. Ouais, c'est sûr. Mais donc d'un côté, c'est que t'as choisi de respecter la culture. Parce qu'il y en a qui peut-être qu'il y en a en Algérie qui se disent moi je vais rester, je t'avoue que c'est trop compliqué, et je vais faire en sorte que le sort des femmes change. Et donc en fait, c'est très compliqué parce que moi, vu que j'aime un peu ce côté revendication, progressisme, etc., je me dis en fait, limite, t'aurais plus d'impact en étant en Algérie et en partageant ta vision de la vie, ta vision des choses. Mais d'un autre côté, il y a peut-être des personnes qui vont me reprocher, et peut-être auront-ils raison, qu'en fait, c'est une culture et qu'on doit respecter la culture qui n'est pas la nôtre, tu vois. Et parfois, je suis un peu... Du coup, moi, je me concentre en effet sur ma culture, comme ça, je me dis, au moins, vous me ferez pas chier. Mais j'ai un petit côté où, en errance, si on va là-dedans, les femmes, elles vont continuer à se faire tuer pour avoir montré leurs cheveux, tu vois. Non, nous, heureusement, on n'en est pas là, mais c'est tellement compliqué, en réalité, parce que... Il y a tellement d'éléments à prendre en considération, que ce soit politique, sociétal, religieux, c'est beaucoup trop. Je pense qu'il faut un podcast entier pour en parler, avec beaucoup d'intervenants, surtout beaucoup de points de vue différents. Mais moi, clairement, ça a été un choix égoïste, où en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de faire ma vie, de vivre ma vie comme je le souhaite. Ce combat-là, je me sens pas prête à le faire, ou en tout cas, je ne suis pas prête à en subir les conséquences aujourd'hui. Je n'ai pas envie de les subir. Donc voilà, la solution pour moi, c'était de partir. Même pas continuer, parce qu'en soi, vivre ma vie, c'est déjà une façon de leur dire, en fait, je m'en fous de tout ce que vous me dites et je continue à le faire, tu vois. Là, j'ai posté une vidéo, je suis allée aux Deux Alpes faire la fête avec des potes. J'ai fait une vidéo, un reel, et il y en a qui ont été choqués par ce que j'ai montré, tu vois. Parce qu'il y a des gars qui montrent leurs tatouages sur leur cul. On est en boîte, on danse, tu vois. C'est pas des trucs habituels que je poste. C'est déjà un acte de résistance, quoi. En soi, alors que c'est ridicule, c'est nul, c'est des trucs que tu vois tous les jours sur les réseaux, et encore c'est rien, tu vois. Mais ça aussi, touche des personnes qui le voient et qui se posent la question de est-ce qu'en fait c'est pas ça aussi. Je me pose la question avant de poster en disant oulala, ça va pas être un peu, tu vois. Je me dis mais meuf, pourquoi tu te poses C'était parti pour ça, non? Allez, vas-y. Et bon, effectivement, j'ai eu beaucoup de comptes à bloquer, beaucoup de commentaires, beaucoup moins qu'avant, certes. C'est là où je me dis les gens commencent à accepter. Et puis surtout, je me dis qu'il y a toujours ce côté positif où justement le fait de se dire en fait, vis ta vie, quoi. Même si ça sera pas la même vie que tu mènes là-bas et ici, mais c'est une façon aussi de résister. Donc, et ça, c'est vrai que c'est une vraie question que je me pose en me disant, mais je me situe où, en fait? Et quand je suis arrivée en France aussi, j'ai eu le sentiment que justement, ça allait être la liberté absolue, les droits humains, les droits des femmes, mais au max, et j'allais vivre ma meilleure vie. Et en fait, quand t'arrives là et que tu ouvres les yeux, tu te dis, ah merde, mais là aussi, en fait, finalement, c'est pas aussi joyeux et lumineux que j'imaginais, en fait. Non. Et là aussi, tu vois, je me dis, bon, je me positionne où? Je t'en avais parlé en disant, mais quelle parole je prends? Qu'est-ce que je défends? Tu vois, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je le suis pas? Parce que je suis pas française en soi, mais je vis quand même en France, et donc je vis sous les lois françaises, et donc... Wow. Et surtout que je travaille en France, donc mon image, elle est en France. On parle de moi comme actrice française, tu vois. Donc, mon image aussi, elle est liée à la France, en fait. Festival en France, tu vois. Mais moi, je suis vraiment maintenant, je me suis pas mal posé la question aussi, et j'ai décidé, notamment après avoir échangé avec Raphaël Enthoven et Caroline Forest sur le podcast,
que je n'aimais pas le fait qu'aujourd'hui on dise que seules certaines personnes ont le droit de prendre la parole sur certains sujets. Mais ça aussi, je suis On a tous le droit d'avoir notre avis là-dessus. Il n'y a pas plus de légitimité, il n'y a pas moins de légitimité. Il y a certaines personnes qui l'ont vécu et donc qui peuvent très bien en parler, mais on a le droit en tant que citoyen et citoyenne d'avoir notre avis sur la question. Donc pour moi, tu vois, tout censure pas, ton avis et ton point de vue a beaucoup à apporter au monde, tu vois. Bien sûr. Et ça, parfois, on doit se le rappeler, toujours, se dire que notre voix importe et notre voix après, compte. pour parler, j'en parle. Hein. Mais c'est le fait de se positionner concrètement et je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose. Des fois, on te pose juste des questions pour dire mais tu défends quoi il faut que je vous les nomme. Tient à cœur, oui, mais c'est ça en fait. Au final, c'est des choses que tu fais un peu inconsciemment, ça change, ou parfois ça évolue, consciemment, mais parce que tu vois que ça a un impact, ou en tout cas que ça touche des gens d'une façon. Et en fait, du moment que c'est négatif, le retour, c'est là je me dis, là, il y a un truc à creuser en fait. Là, on dérange. Et au-delà de vraiment, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, tu fais exprès pour provoquer. Pas du tout en fait. C'est vraiment pas ça. Ça peut être pris pour la provoque, mais justement, si les gens réagissent souvent mal, c'est qu'il y a un problème quelque part et que pourquoi en fait tu réagis mal, c'est quoi le problème pour toi? Donc, si moi j'estime qu'il n'y a pas de souci, que toi t'estimes qu'il y en a un, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça marche pas? Et c'est là où il y a un vrai débat à avoir, tu vois. Et alors sur là, tu veux que provoquer? Bah non, mais pourquoi toi t'acceptes pas en fait que moi je dis ça ou que moi je sois comme ça et que je fasse ça? Pourquoi tu acceptes pas? C'est pas ta vie. Mais oui. Et en soi, cette fameuse phrase de dire oui, mais c'est toi qui vis cette vie, c'est toi qui sors, c'est toi qui. Non. Alors en quoi ça te dérange? Explique-moi. Dis-moi. Le débat, c'est riche. J'ai quelques petites dernières questions pour toi, Chérine. Dis-moi. Déjà, j'ai envie de te demander, qui est-ce qui t'inspire? Beaucoup trop de gens. Beaucoup trop de meufs, surtout de plus en plus que je rencontre. Vraiment, c'est des meufs que je rencontre. La dernière en date, celle qui me vient... Enfin, vraiment, il y en a plein. Parce que j'ai pas envie d'en léser d'autres. Une meuf avec qui je travaille, qui est aujourd'hui ma manager agent, qui s'appelle Mélodie Bénistan, que j'admire beaucoup. En tant que personne, en tant qu'être humain et en tant qu'agent, parce qu'elle est son approche du travail, son rapport aux gens m'impressionne beaucoup et je suis très impressionnée par cette femme, je l'admire beaucoup. Récemment, l'une des belles rencontres que j'ai faites, c'est Camille Aumont-Carnel de Je m'emballe Clito. Enfin, c'est une très 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 belle rencontre que j'ai faite et c'est une meuf qui m'a beaucoup que j'admire énormément parce que déjà tout ce qu'elle défend, tout ce qu'elle est, qui elle est, les combats qu'elle mène et qu'elle mène tellement bien. Et puis surtout moi je l'admire parce qu'elle est jeune et je me dis putain j'aurais aimé avoir tu vois, se comparer encore, mais pour le coup là c'est extrêmement positif, mais de se dire putain à son âge j'aurais aimé avoir toute cette confiance, toute cette vision, clairvoyance, assurance. Elle est exceptionnelle et c'est une femme qui m'a en très peu de temps beaucoup mise à l'aise avec la sexualité. J'ai quand même eu, je pense que ça c'est vachement culturel, c'est aussi l'éducation et tout, où on parle pas vraiment de sexe, c'est très tabou. C'est même pas que c'est tabou, c'est que c'est tu vois, on est pudique, je suis pudique. Ça je dis je suis, mais j'ai été élevée comme ça et j'ai grandi comme ça, tu vois, en étant pudique. Et puis c'est une femme qui m'a vachement, je me sens vachement plus à l'aise aujourd'hui d'en parler, pas comme ça avec tout le monde, parce que finalement je pense que je suis aussi pudique. Mais en tout cas avec les personnes acquis de droit, tu vois. À décomplexer ton rapport à la complètement sexualité. Décomplexé. Bon, avec elle, ça reste toujours... ça coule à flot. Mais justement, elle a aucun filtre, tu vois. Autant moi, après, en fait, c'est ça, c'est que je me sens pas gênée. En fait, voilà, ça c'est très important pour moi. Je ne suis plus gênée de parler de sexualité. Si j'ai pas envie d'en parler, c'est mon choix. Et je veux dire, ouais, par contre, ça, en fait, ça te regarde pas. Quand j'ai envie de parler d'autre chose, j'en parle. Quand j'ai envie de poser des questions, j'en pose. Quand j'ai envie de. Voilà, c'est-à-dire que je me sens plus gênée par ça, en fait. C'est vraiment un choix de parler ou de pas parler. C'est mes limites à moi. Ouais. Elles sont peut-être pas. Les gens vont peut-être estimer que, ouais, elle est tellement pudique, elle fait genre. Non, c'est juste que c'est comme ça, c'est pas grave. Peut-être que demain j'en parlerai, aujourd'hui j'ai pas envie. Mais en tout cas, par rapport à déjà avec mon partenaire, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus fluide, où j'ai moins justement cette gêne de me dire oh là là, on a des zizi, tu vois, c'est pas grave. Et puis si ça pose problème, et qu'on se le dise aussi. En fait, moi ça me gêne quand tu dis ça, ou ça me gêne les mots que tu utilises, ou ça me gêne, tu vois. Et juste libérer la parole aussi par rapport à ça. Je sais une meuf qui m'a beaucoup aidée, inspirée pour ça. Ok, trop chouette. Comment est-ce que tu progresses? C'est quoi ces questions? Oh là là, tu veux refaire le monde en 1h30? Yes. Comment toi tu progresses? Tiens. Alors, je regarde, moi c'est un peu une obsession, la progression, ça m'épanouit beaucoup. Donc en ce moment je regarde Masterclass. Tu sais, c'est un abonnement en ligne de masterclass donné par les plus grands de ce monde dans différents domaines. Donc sur la négociation, sur le storytelling. Mais ça veut dire que tu sais
où et dans quoi tu voudrais progresser? C'est ça, en fait, déjà, je pense d'abord. En fait, moi, j'ai envie d'être bonne partout. Donc, donc par exemple, sur Masterclass, j'ai regardé des personnes qui m'inspiraient et déjà de leurs témoignages, je progresse, ce qui est un peu le cas avec les podcasts. Mais là, par exemple, en effet, en négociation, moi, je sais que c'est pas mon truc. J'aime pas me vendre. J'aime pas vendre tout court. C'est très dur. Mais je sais que c'est une compétence qui peut me servir. Et là, j'ai regardé une Masterclass avec donc un ancien du FBI. Wow. Et j'ai appris plein de techniques. Donc, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. J'en parle à qui veut l'entendre. Donc voilà. Mais ça veut dire que c'est des choses sur lesquelles tu tombes ou des choses que tu vas chercher, par exemple? Masterclass, je l'ai cherché. Je me suis dit. Oui, mais ce mec du FBI. En fait, je regarde par domaine. En effet, ce qui m'intéresse, donc tu vas quand même chercher dans un domaine particulier. Là, je me suis dit, tiens, un mec du FBI, en vrai, stylé, il y a des choses à apprendre. Tu sais que c'est des mecs, en fait, ils vivent des situations que peu de gens vivent dans leur vie. Donc, j'ai envie d'apprendre de son expérience. Donc, moi, il y a ça. J'écoute beaucoup de podcasts. Ouais, pareil. Je lis pas mal. J'ai des phases où je lis beaucoup d'essais, des phases où je lis beaucoup de romans. Donc, les romans m'apprennent pas forcément quelque chose, si ce n'est la beauté de la langue. Mais bon, j'aime bien aussi lire des essais sur certains thèmes en particulier. Et puis, les rencontres. Enfin, tu vois, là, le podcast... d'échanger avec toi, de faire des déj avec des gens qui sont dans un univers hyper différent, mais du coup hyper complémentaires. Mais moi, c'est vrai que c'est vraiment... genre, en vrai, c'est ça, my better self, tu vois. Ouais, devenir la meilleure version de moi-même, pour Absolument. moi, c'est qui est-ce que je peux être Enfin, en fait, vraiment, j'ai une passion pour l'apprentissage. Où je me dis... et je suis reconnaissante même de l'échange que j'ai avec ma communauté, qui me fait vachement apprendre aussi. Mais c'est sûr. Je me souviens toujours, big up si jamais elle nous écoute, mais il y a une 6, peut-être plusieurs d'ailleurs, mais quand j'ai dit il y a 2 ans, je suis trop triste, j'ai terminé mes études, genre vraiment j'étais trop triste, il y a une meuf qui m'a dit, mais t'es con Louise, enfin en fait tu peux reprendre tes études quand tu veux, tu peux apprendre toute ta vie. Mais évidemment. Mais tu sais, genre en mode je le savais, mais j'avais pas du tout intégré que ça pouvait être mon cas. Mais bien sûr. Et donc là récemment, je me suis aussi inscrite à des cours de philo le samedi. C'est incroyable. Voilà. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est qu'en fait, au final, les rencontres que tu fais dans la vie, parfois, ça peut être un message, ça peut être un verre, ça peut être n'importe quoi, et en fait, ça te bouscule totalement ta perception des choses. C'est un truc de fou. Mais ce qui parfois me donne un fear of missing out, un FOMO que j'essaye de juguler, parce que du coup, tu vois, moi, je suis assez casanière en vrai, et mon mec, pas du tout. Et donc parfois il arrive à me faire culpabiliser en mode mais viens à ce dîner, tu sais jamais qui tu pourras rencontrer, tu sais, mais en fait je suis là, c'est vrai, mais d'un autre côté j'habite tellement loin du centre et je serais tellement bien à regarder Bridgerton chez moi. Donc, je suis d'accord. Tu vois, j'apprends à me dire genre c'est bon, mais t'en fais déjà pas mal la journée. C'est ce que j'allais dire, apprends à pas soir, forcer aussi. Voilà. Apprends à pas forcer, à t'écouter. Regarde, mon mec actuel, comment je l'ai rencontré, réveillon, post-rupture, flemme. Et on fait des trucs, tous mes potes ont des choses à faire, machin. Je suis là, je vais être seule, en plus célib et tout, flemme. Ma soeur, elle me dit, écoute, on va au ski avec un groupe d'amis, tu veux venir? Là, je suis là, franchement. Elle me dit, écoute, ça va être sympa, rigolo. Là, franchement, d'habitude, au temps normal, j'aurais vraiment dit non. Vraiment. Parce que flemme, en plus, voyager, pas aller en voiture, dans un espèce de van à 10. Oh là là, flemme de ouf. Vraiment flemme de ouf. Et là, non, pas flemme de ouf. Là, je me suis dit, ouais, écoute, je suis jamais allée au ski, j'avais fait un festival... aux Arcs, première fois que je skie, je me suis dit, ah ouais, j'adore ça. Vas-y, c'est l'occasion d'aller skier pour la première fois de ma vie avec ma sœur en plus. Donc je sais que je vais m'amuser. Il y a elle, je sais que je vais passer un bon moment, c'est réglé. Et j'y vais. Donc en vrai, tu vois, j'ai pas forcé sur le coup. Et là, je rencontre ce gars-là, tu vois, qui est exceptionnel et qui, j'ai envie de dire, l'homme de ma vie. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je pense, tu vois. Donc, tu vois, ça veut rien dire. Peut-être que je sais même pas, j'aurais forcé à faire autre chose et on sait jamais. Quoi qu'il, faut aussi apprendre à ne pas forcer, tu vois. Faut aussi apprendre à ne pas tout le temps culpabiliser en disant, oui, mais il faut t'arrêter. Regarde, les trucs se font le destin est super bien foutu, la vie aussi est super bien foutue, et en fait, tu rencontres les gens que tu dois rencontrer quand tu dois les rencontrer. Très inspirant. Ah, mais franchement, l'instinct et la vie. Par contre, il faut se laisser aussi la chance c'est-à-dire, il faut aussi être ouvert à ce genre de choses. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est ma priorité, en fait, de rencontrer, d'apprendre humainement et de m'épanouir humainement. Je trouve ça tellement enrichissant et tellement bon et jouissif. Et souvent, ça t'ouvre plein de portes sur plein d'autres choses. J'en fais le constat quasi tous les jours où, en fait,
quand tu donnes des bonnes choses aux gens, on veut te le rendre. Et parfois, ils ont une opportunité de travail qui va s'associer à l'humain, au moment humain que vous avez partagé. Ouais. Et il va vouloir t'aider coûte que coûte. Et ça va t'ouvrir des portes incroyables. Et tu vas dire, purée, c'est juste parce que j'ai fait une vanne qui l'a fait rire. Ou parce que je lui ai ramassé sa carte parce qu'elle est tombée par terre et qu'on s'est retrouvé à échanger 2 secondes. Et qu'en fait, je l'ai fait rire et qu'il m'a kiffé. Qui s'est dit, t'es dans le cinéma, écoute, je connais un réal. En fait, il s'avère être. Enfin, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais. Mais juste ces moments-là où t'es cool avec les gens et t'es ouvert aux rencontres et t'es positif, quoi, t'es cool. Ça pourra jamais nous desservir. Prends pas la tête, jamais, au contraire, vraiment. Si tu pouvais nous recommander un livre, un film, une série qui t'a particulièrement touché, qu'est-ce que tu nous recommanderais ? Un livre, celui, je crois, qui m'a le plus touché, qui m'a le plus marqué, c'est Changer l'eau des fleurs. D'accord. Ouais, je trouve d'une puissance de Valérie Perrin, absolument. D'une puissance folle. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien décrit. Et puis cette femme, j'adore son personnage. J'adore le personnage. Je sais même plus comment elle s'appelle, mais le personnage principal de la gardienne de cimetière, elle est incroyable. Et c'est la première fois qu'avec un livre, je voyage autant, dans le sens où vraiment je suis plongée dans un décor, je vois visuellement ce qu'elle décrit. J'ai ri, j'ai vraiment pleuré. Quand j'ai fermé ce bouquin, mais qu'est-ce que j'ai pleuré, et même pendant, il est exceptionnel. Donc ce serait vraiment celui-ci. Une série, il y a une série dans un tout autre registre qui m'a beaucoup marqué, The Keepers. Ça aussi, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ça me dit un truc, je me demande si à Cannes c'est un truc assez, par contre, c'est un truc assez violent. Hein. C'est de la violence sexuelle dans une école religieuse pour filles. C'est très 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 violent avec un meurtre en parallèle. Enfin, c'est assez fou. Pour ceux qui aiment la légèreté, je vous la conseille. Absolument, voilà, super, vous avez passé un bon moment. Non, vraiment, c'est après bon. Pour moi, les documentaires Netflix, ils sont bons quand même. Ils sont très très bons, les documentaires Netflix, quel que soit le sujet. Et celui-là, il est particulièrement fort parce qu'en plus, il est raconté par 2 anciennes élèves. Ah, donc c'est une histoire vraie? Ah, bien sûr. Ah, je ne savais pas. Bien sûr, c'est un documentaire. Ah oui. Ah, c'est terrible. Moi, tu me dis vraiment... série, je me dis fiction, tu vois. Vraiment terrible. Et c'est en fait, c'est 2 anciennes élèves qui décident d'investiguer un peu plus cette histoire-là. Et en fait, voilà, tu découvres des choses assez terribles. Ok. Très, très, très fort, très puissant ce documentaire. Voilà. Bon, moi, je vais te poser mes 2 dernières questions. Allez. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre? Marion Séclin. Elle est déjà venue. Ah merde. Ouais. J'ai pas écouté cet épisode. J'aime écouter cette meuf partout. Je la trouve tellement brillante. Elle est géniale. Elle est venue, je pense, la première année ou 2e année, donc ça fait 4-5 ans. Ouais. Je le mettrai dans les notes du podcast, pour ceux qui l'ont pas écouté. Moi, j'en ai une, en vrai, c'est Melha Bedia, mais c'est parce que j'attends avec impatience qu'elle rencontre quelqu'un qui lui fasse vraiment... C'est une meuf très drôle, mais du coup, qui est très... Mais elle était à Cannes, qui se livre. Mais bien sûr. Mais oui, j'aimerais bien qu'elle se livre plus, en fait, de découvrir qui est derrière cette carapace d'humour. Ouais. Écoute, je dirais Melha, parce qu'elle est vraiment trop de galeries à voir et à discuter avec. Quoi. Tu passes vraiment un bon moment et les gens passent un bon moment. Challenge à relever, on va essayer de la faire parler là. Écoute, ma question signature, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie, comme je t'ai dit aujourd'hui, c'est se mettre au centre de sa vie, suivre ses envies, suivre ses besoins et ne jamais se négliger, pour les autres, parce que tu t'en sortiras abîmé et ça c'est pas bon pour toi. Et voilà, faire le bien. Évidemment, faire le bien autour de soi, mais surtout pour soi. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Chérine. Avec plaisir, merci hyper à toi. Chouette. Grave. Pour les personnes qui maintenant veulent te suivre, ne plus rien rater de tes aventures, de tes films et séries qui arrivent, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Alors, nous avons mon compte Instagram qui est toujours assez actif. Chérine Boutella. Ouais. Voilà. Sinon, j'espère que vous entendrez parler de moi via mes projets. Bien sûr. Il y a des belles choses. Prochainement, il y aura un film animé, figure-toi. Spider-Man, dont j'ai fait le doublage. Génial. Voilà. Bon, moi, en vrai, j'encourage les gens à voir les choses en VO. Mais si tu veux entendre ma voix, en tant que Spider-Woman, pour le coup, Gwen Stacy. C'est Stephen Bach qui fait. Non, mais c'est le cast avec. Ok, et la meuf? Film anime. Gwen Stacy. Gwen Stacy, ok. It's me. J'adore. Et Mathieu Kassovitz pour faire Spider-Man 2099, Miguel O'Hara. J'ai bien appris ma leçon. Non, vraiment, c'est super. C'est vraiment très cool. Moi, je suis une fan de Marvel, mais de Marvel film, et j'ai jamais pris le temps de regarder. Enfin, je regarde plus de dessins animés. Tu t'imagines que c'est pour les gamins, mais en fait, pas du tout. Moi, je suis une grande fan. Mais moi, je suis abonnée à Disney+. C'est le seul plateforme où je suis abonnée. C'est un truc de ouf. Ouais. Spider-Man, mais ouais. c'est chambé. Il y a le 1 qui existe déjà.
New Generation. Et là, il y a le 2e. C'est incroyable. Voilà. Et donc, c'est la prochaine actu qui devrait sortir, je crois, le 30, si je dis pas de bêtises, fin mai. Ok. Voilà. Et puis, Inch'Allah, vous verrez aussi tout ce qui arrive comme projet. Génial. Merci beaucoup, Chirine. Merci à toi.